Et c'est parti, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode spécial parents. Ça me tenait à cœur de faire ça. Je vais introduire un petit peu en vous expliquant pourquoi j'ai voulu faire cette soirée exprès pour les parents, le mercredi en plus, un peu pour chambrer les enfants, mais tout part un peu de ce livre, Food Boys. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. C'est un ami à moi qui était dans ma chambre au centre de formation de Montpellier à l'époque, qui lui a abandonné. Et donc, du coup, m'a interviewé longtemps pour écrire le livre où je raconte un petit bout de ma vie dedans, du coup. Et puis, il y a un moment où je parle de mes parents qui n'étaient pas du tout du milieu et qui ne savaient pas comment négocier les contrats, quelles sont les questions à poser avant d'intégrer un pôle ou un centre de formation. Voilà, je suis parti à 13 ans de chez mes parents et du coup, ma maman l'a mal vécu aussi un petit peu. Et moi, je ne l'ai pas bien vécu non plus à certains moments. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait aider les parents. Avec Tanguy, on a beaucoup discuté parce que lui, donc, il va se présenter un petit peu plus après, mais il a fait aussi un centre de formation. Il a aussi été éducateur et il a pu voir que parfois les parents, alors c'est pas des cadeaux, ça peut être plus difficile à gérer que les enfants, mais aussi certains parents sont démunis et ont besoin de réponses. Et ce soir, on va essayer d'apporter un maximum de réponses aux parents, aux éducateurs, aux enfants. Donc, j'espère qu'on va bien discuter. Bonsoir Tanguy, est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on accueille nos invités? Déjà, merci Rémi et merci pour l'invitation. Donc, comme tu l'as dit, on a à peu près le même parcours, on a vu les mêmes choses ensemble où effectivement les parents sont pas formés du coup pour être parents déjà, mais encore être moins formés pour être parents d'enfants sportifs, surtout ceux qui n'ont jamais été sportifs au préalable. Donc, on était confrontés à ça tous les deux et c'est vrai qu'il n'existe pas grand-chose. Donc, si ce soir on peut donner quelques tuyaux, quelques exemples aux parents, ça serait un plaisir. Donc, moi, effectivement, je suis passé par un centre de formation. Après, j'étais éducateur dans le foot. Et maintenant, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des enfants, enfin des parents qui ont des enfants sportifs. Donc, Et toi aussi, j'ai papa, vu du qu'il y coup. avait justement, et depuis le jour où j'étais papa, justement, je me suis dit, mais c'est pas livré avec un mode d'emploi, tout ça. Il va falloir creuser et aller un peu plus loin. Donc, je me suis formé là-dedans. Donc, je lis, j'écoute, je me renseigne. Et puis maintenant, c'est avec plaisir que je vais pouvoir partager tout ce que j'ai pu mettre en pratique depuis ce jour-là. Et donc, on va accueillir pour cette émission des invités prestigieux, des invités de marque. On va avoir Maëna Millon, qui est une gymnaste, championne de France en titre d'ailleurs. Sa maman, Marie-Ève, qui du coup l'accompagne dans sa carrière. Donc, elles vont nous expliquer un petit peu tout ça. Peut-être les difficultés qu'elles ont pu rencontrer et puis aussi les victoires qu'elles ont vécues ensemble. Comment gérer tout ça au quotidien. On va recevoir aussi Romain Fardel, qui est préparateur mental, comme moi, mais il est aussi entraîneur dans l'athlétisme. Et donc, il accompagne des athlètes de haut niveau, donc il est aussi parfois confronté aux parents et aux athlètes. Donc, ça va être un témoignage aussi important. Il va peut-être nous apporter des clés également. Et aussi Geoffrey Jourdain, qui est ancien footballeur professionnel, que j'ai connu du coup à Montpellier, c'était mon gardien de but, et qui lui est devenu pro, a été champion de France donc de Ligue 1, qui était entraîneur à Montpellier et qui a entraîné son fils qui lui est maintenant joueur professionnel. Donc lui il a aussi beaucoup de casquettes et donc ça va être un plaisir d'écouter son témoignage, tout ce parcours, le sien comme celui de son fils qui l'a accompagné. Tout de suite, je vous propose d'accueillir Maëna et sa maman, Marie-Ève. Je les mets à l'antenne. Salut Maëna, salut Marie-Ève. Et je vous rappelle que vous pouvez Salut. poser vos questions en ligne. Bonsoir. Du coup, on va vous écouter, on va vous poser quelques questions peut-être. Donc peut-être aussi, si vous êtes en ligne, vous pouvez poser vos questions et elles y répondront directement. Déjà, s'il y en a une qui veut commencer, vous voyez, hein, on vous laisse vous débrouiller, vous avez l'habitude d'avancer ensemble. Donc, la question, ça serait comment ça se passe déjà depuis l'enfance, quand on ne sait pas forcément qu'on va faire du haut niveau, mais qu'on a envie. euh, Comment on accompagne un athlète ou quand on est athlète et qu'on a des rêves, comment ça se passe? Je sais pas si maman tu veux commencer ou je commence. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y, je suis prête. Moi c'est Maïna Millon et du coup je suis gymnaste rythmique de haut niveau, mais évidemment j'ai commencé assez jeune du coup. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai d'abord commencé en loisir,
si je me trompe pas, maman, tu pourras revenir dessus, mais il me semble que c'est maman en fait qui me cherchait un sport, parce que c'est important aussi d'avoir un bon équilibre quand on est jeune et de faire une pratique sportive. Et puis alors on voulait sortir un peu des sentiers battus dans ma famille, donc plutôt que la danse classique ou les choses un petit peu plus redondantes, on va dire, maman a trouvé la gymnastique. Et je me souviens, c'était il y a longtemps, c'était notre vieil ordinateur, elle m'a montré une vidéo, elle m'a dit ça te plaît ça, j'ai dit oui, et puis c'est comme ça en fait que je suis arrivée, je crois, de mémoire. Oui, c'est à peu près ça, oui. On cherchait un Ouais. sport un petit peu, effectivement, faire un sport lequel. Et puis, il y avait un club de gymnastique à proximité. Donc, je me dis, pourquoi pas, on peut essayer la gymnastique si ça te plaît. Donc, elle a commencé effectivement en loisir à l'âge de 6 ans, ce qui est tard pour des gymnastes rythmiques Ouais, de c'est haut vrai. niveau. Parce qu'effectivement, Pour elle a nous, ouais, commencé en loisir, elle a fait 3 ans de loisir, hein. Tu as intégré finalement ouais, un je club crois. Ouais, de plus haut qu'en CM1, je crois, CM1 ou CE2 ou CM1. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc déjà, comme Et quoi, si on fait pas du baby gym, ça veut dire que c'est pas, oui, c'est oui, plus oui, tout non, perdu non oui, plus. Non. c'est pas C'est perdu foutu non plus. d'avance, c'est pas foutu d'avance. Et pourtant, quand j'ai commencé les premiers cours, encore une fois, je pense que c'est maman qui pourra en témoigner. J'étais pas vue de On était plus l'extérieur. proche on était plus proche du marteau que de la plume, oui. Donc voilà, donc comme quoi toute évolution est possible, mais bon du coup c'est aussi bien, ça n'a pas forcément d'influence, mais de préciser que mes parents n'étaient pas forcément dans le milieu du sport avant. Mes deux parents ont un intérêt pour le sport en général. C'est vrai que dans la famille on suit pas mal le sport, quel qu'il soit, on va dire. Et donc, c'est vrai ils m'ont inscrit un peu, on va dire, innocemment à une discipline pour essayer. Au final, j'ai accroché direct avec ce sport, donc je suis restée là-dedans. C'est mon entraîneur de loisirs dans mon premier club qui m'a proposé d'aller dans un autre club pour essayer. Donc, nous, il faut savoir quand même qu'on habite en campagne. Donc, ça voulait dire faire un déplacement de 30 minutes, 3 fois par semaine. On est 40 minutes, 3 fois par semaine, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà là, à ce moment-là, j'avais 8 ans, je crois. Donc déjà là, c'est un gros investissement de toute la famille parce que ça veut dire que voilà, c'est beaucoup d'organisation parce que papa et maman, ils ont aussi Pour leur autant, travail à côté. juste pour le plaisir du sport, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout d'objectif de haut niveau. C'était vraiment pour dire, Voilà, c'est ça. ce Oui. sport, j'ai envie d'en faire, de le pratiquer, voilà. Donc voilà, et c'est en arrivant au club de jouer les tours où là j'ai commencé à faire de la compétition. Et donc là, le positionnement de papa et maman, c'était ça a toujours été, même encore aujourd'hui, jamais intrusif dans ce que j'ai à faire, mais toujours derrière. Et ce que je peux dire, surtout de moi, mes parents, et ce qui a été très bénéfique dans ma carrière, c'est surtout les valeurs du travail qui m'ont inculqué. Parce que même si ils n'ont pas été sportifs, on a toujours eu cette valeur de travail dans la famille qui est très importante. Et c'est vrai que quand j'étais jeune athlète, mes premières années en haut niveau, j'avais tendance à être un peu papillonnante, etc. Et en fait, mes parents ont toujours eu ce rôle de ne pas me dire ce que j'avais à faire, pas me dire là tu dois marcher avec le pied droit, là avec le pied gauche, mais par contre toujours me dire si tu veux pouvoir marcher, il faut que tu sois debout, quoi. C'était toujours ce truc de dire si tu veux, oui ok tu veux faire ça, mais là on s'investit tous derrière, donc maintenant qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu en as vraiment envie? Et c'est aussi des questions qui me sont beaucoup revenues avec mes parents qui ont tendance aussi à m'énerver. C'est mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que là on dirait que t'as pas envie. Alors que quand on est athlète, c'est vrai que c'est difficile des fois de sortir les mots parce que forcément on a des périodes basses aussi où ça se passe pas forcément bien et on a du mal à l'extérioriser. Et c'est vrai que mes parents ont toujours eu ce truc de pas me dire ah tu fais mal, tu travailles pas bien, me dire ok tu veux ça, mais ça va pas être facile quoi. Et c'est vrai que pour ça a toujours été bien parce que forcément dans le haut niveau j'ai aussi d'autres modèles qui sont pas mes parents mais des coéquipières qui elles avaient plus de difficultés avec leurs parents, souvent parce qu'ils avaient tendance à être trop intrusifs dans la discipline et vouloir presque
prendre la place ou penser que qu'on peut faire à la place de son enfant, alors que quand nous on est enfant, en fait ça fait juste nous énerver et nous dire non, tu sais très bien que ça c'est pas possible en fait quoi, alors que non, la personne en face c'est pas forcément parce qu'elle est pas à ta place quoi. Donc c'est vraiment ce truc de moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir rester à sa place et de s'entraider en fait plus qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils sont là pour moi et moi, je suis là pour leur dire que leur investissement, je vais le mener jusqu'au bout en fait. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même partie de chez moi à 10 ans. Donc c'est un départ du coup quand même assez jeune du foyer et c'est non seulement beaucoup d'investissements financiers, mais aussi de temps pour les parents qui doit aussi être honoré. Mais en même temps, on a 10 ans. Est-ce qu'on se rend vraiment compte des enjeux? Donc, c'est vrai que c'est très important pour tout le monde d'être vraiment investi parce que je pourrais pas être là aujourd'hui sans l'aide de ma famille en général parce que c'est mes parents, mais c'est aussi mes grands-parents, mon frère, etc. Donc c'est vrai que sur ça, c'est vraiment important d'avoir tout le monde. Et puis, je me souviens quand je faisais mes premières années en pôle, j'appelais maman le soir pour faire mes DM. Enfin, c'était voilà, parce que tu rentres de l'entraînement, tu te retrouves dans une famille qui est pas la tienne. Donc évidemment, moi j'ai eu des familles d'accueil qui étaient toujours présentes pour moi, qui m'ont toujours aidée. Mais les parents, c'est pas parce que tu pars de la maison qu'ils te lâchent du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, j'ai 22 ans, j'appelle encore ma mère tous les soirs, quoi. Donc même si c'est pour faire un petit topo et dire ok là ça allait bien, là ça allait pas bien. Bon et puis pareil, je pense que sa maman saura mieux le dire que moi, mais généralement au téléphone elle entend direct s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a une succession de jours qui ne vont pas. Donc c'est vrai que c'est aussi assez important d'avoir un suivi aussi. Allô, on sait déjà. Même à distance parce que c'est vrai que c'est un soutien moral en fait. C'est vraiment financier, c'est le temps, mais c'est aussi moral parce que voilà, on a besoin de s'entraider aussi. Voilà. Et ça, on va en reparler justement à la fin. Tanguy nous présentera sa méthode SAC. En fait, c'est le SAC des parents, un acronyme que vous comprendrez par la suite. Et j'ai envie de demander à Marie-Ève, c'est quoi le plus important à ce moment-là quand elle a 10 ans et qu'elle quitte le foyer? Quelles sont vos priorités à ce moment-là? Et comment vous l'avez vécu aussi? Effectivement, en tant que... Donc nous, on n'est effectivement pas... Mon mari et moi-même, on n'est pas issus du milieu du sport ni l'un ni l'autre. Nous, on est commerçants, hein, donc rien à voir. Donc effectivement, en fait, le haut niveau il n'y a pas eu de recherche de haut niveau avec Maëna. Effectivement, le haut niveau est tombé dessus. Enfin, le haut niveau est venu chercher Maëna. Ça s'est passé comme ça. Et effectivement, on se retrouve un petit peu dans un milieu totalement inconnu. Et une autre maman d'une sportive de haut niveau qui était dans le même pôle que Maëna m'a dit, mais écoute, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un pôle déjà? Ah, Maëna, elle pourrait rentrer en pôle. Oui, d'accord. C'est quoi un pôle? Est-ce que c'est un acronyme? C'est quoi? Et donc, cette maman-là m'avait accompagnée elle-même. Et elle m'a dit, écoute, passe ton diplôme de juge en gymnastique rythmique. Comme ça, tu comprendras déjà les bases du sport pour comprendre, pas forcément pour rester juge ad vitam aeternam. Donc, voilà, on a commencé comme ça. Et puis après, tout s'est un petit peu enchaîné. Et en fait, dans la tête, on se rend pas vraiment compte. En fait, on voit une opportunité. On voit une opportunité et on voit une gamine, hein, clairement une gamine de 10 ans qui dit « Ah, je ne vais pas aller en pôle » et voilà. Après, dans l'accompagnement tout au long de ces années, ce que j'ai essayé de faire, c'est de laisser toutes les portes ouvertes. C'est-à-dire, elle ouvre ses portes les unes après les autres, mais elles sont ouvertes, que ce soit devant ou derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'investis. Alors, on parlait souvent en année. Je vois, si tu t'engages dans une année, tu finis ton année. Tu l'emmènes jusqu'au bout. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais tu l'emmènes jusqu'au bout et après, tu arrêtes. Mais voilà, toujours, on lui a dit, si vraiment ça ne te convient plus, tu arrêtes. La porte de derrière est ouverte et reprendre la porte de derrière, c'est prendre un autre chemin, c'est aller ailleurs, c'est prendre une autre direction. C'est tout. Tu as fait ça. Et elle a avancé petit à petit, elle a avancé, elle a passé toutes ses portes, elle est allée à gauche, elle est allée à droite, elle a fait des études, elle a arrêté les études, elle a fait que du sport, elle a repris les études. C'est de savoir accompagner sans étant, comme elle le disait, sans être trop intrusif. Et voilà, c'est accompagner, même si on ne connaît pas tous les teneurs aboutissants. Je ne suis pas l'entraîneur, je ne suis pas le médecin, mais on peut être d'ailleurs tout ce qu'on peut être, on peut être tous les supports derrière, le support administratif, le support technique, l'agenda, enfin être un petit peu tout ce que pour alléger le sportif et
on va dire, l'accompagner dans son projet, voilà, se dire, et toujours se poser la question, ton projet, c'est quoi ton objectif aujourd'hui, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à t'accompagner dans cet objectif? Et effectivement, des fois, c'est un peu secouer les plumes et dire, bon, tu te réveilles, si tu veux y arriver, vas-y, comme elle disait tout à l'heure, si tu veux marcher, faut être debout, tu restes debout. Et des fois, il y a eu des moments très difficiles, même pour un parent, c'est d'entendre son enfant qui appelle au téléphone, qui est en larmes, clairement, et qui pleure jour après jour, et de lui dire, écoute, si vraiment ça va plus, peut-être que le sport de haut niveau, c'est pas que des compétences, c'est aussi un mental. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop dur pour toi. Est-ce que tu vas arrêter? Et là, on l'entend en pleurant, mais non, je veux continuer, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, ce sentiment. Et quand on est parent, c'est dur d'entendre son enfant pleurer, de dur de s'entendre souffrir et de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut lui dire, non, rentre, vas-y, arrête, tu vois. Et après, de dire, non, je sais que c'est dur, mais faire du haut niveau, malgré tout, c'est dur. C'est des moments difficiles. C'est des paroles, des fois, qui sont difficiles et qu'il faut entendre. Que de la part des entraîneurs, de la part des fédérations. Effectivement, être sportif de haut niveau, c'est travailler physiquement, mais c'est travailler aussi mentalement à toutes ces choses qui vous tombent dessus tout le temps, en fait, de partout, et de savoir les intégrer, de vivre avec, de les appréhender et de continuer son projet malgré tout. Et je pense que Maëna le sait très bien. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter, mais des fois, le fond, il est loin. Il est loin et on y reste longtemps. Et pour en remonter du fond, il faut trouver les bons éléments, les bonnes échelles. Et en tant que parent, on essaie d'être là pour, non pas pour maintenir au fond, mais pour essayer de l'aider à remonter. Mais des fois, effectivement, surtout au début, on ne sait pas trop. Enfin, on est un peu perdu, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et voilà, on est coincé entre ce rôle de parent et puis effectivement le jugement constant autour des autres parents, ah oui, t'as vu, sa fille elle fait ci, ah là là, mais moi je pourrais pas, et comment elle peut faire ça? Et voilà, il y a toujours aussi ces jugements partout, et c'est se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que la laisser faire ça, c'était pas un petit peu inconscient de la laisser partir si jeune, de l'envoyer dans le haut niveau, son corps va souffrir, son mental va souffrir. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'on n'aurait pas lui dire non, Maëna, faut pas faire, tu te rends compte après? Enfin, voilà, c'est toujours beaucoup de questions pour les parents. Et j'ai 2 questions, après je laisserai un peu la parole à Tanguy aussi, s'il y en a. J'ai une question qu'on me pose souvent, c'est déjà, à Maëna, est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter? Et si la réponse est oui, dans ce cas, en tant que parent, Marie-Ève, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pousse à continuer parce qu'on sent qu'il faut pousser l'enfant? Est-ce qu'on lui dit, écoute, c'est toi qui prends ta décision? Après, ça dépend de l'âge aussi. Mais je trouve que c'est une situation qui est très complexe parce qu'on se dit que si on pousse à continuer, il peut peut-être nous en vouloir plus tard et avoir des regrets et nous dire, tu vois, je voulais arrêter, j'aurais pas eu la vie que j'ai maintenant si j'avais arrêté plus tôt. Et à l'inverse, si on lui dit, écoute, arrête. Et 2 ans plus tard, il se dit, j'aurais dû continuer, c'est de votre faute, j'étais pas en âge de prendre une décision, vous auriez dû me pousser un peu. Donc, j'ai déjà eu les 2 cas, en fait. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Alors, pour ma part, je pense que comme tout athlète, il y a eu des journées où je suis rentrée soir, je me suis dit, non, là, c'est bon, c'est trop, stop, j'arrête, c'est plus possible, j'en peux plus. Mais je pense que j'ai jamais eu une réelle volonté d'arrêter, donc c'est un petit peu difficile de dire ça comme ça. Après, c'est vrai que je pense que la position des parents est quand même très difficile parce que effectivement, c'est ça le truc, c'est que quand on est jeune, on se dit, ouais, mais j'ai pas envie qu'elle regrette, mais en même temps, c'est son choix. Donc, je comprends aussi que ce soit un petit peu difficile, mais pour ça, mes parents, pareil, ont toujours été très transparents là-dessus et très neutres, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le sentiment de devoir continuer pour eux ou de devoir continuer ou qu'ils me disent ouais, mais les entraîneurs qu'est-ce qu'elles vont dire, enfin voilà, c'était vraiment moi d'abord, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens et comment en fait. Donc ça, c'est vrai que pour ça c'était quand même assez bien. Juste après, ce que je peux dire, c'est que il y a eu une période quand même où ça a été très difficile pour moi et où, alors nous, en haut niveau, je sais qu'on est suivi par un psychologue. Et en fait, là, donc ça veut dire que là, déjà, c'est sur une période quand même assez large. Donc, c'est une période où mes parents m'ont vu dans un état où je pense qu'ils se doutaient d'un truc, qu'ils se doutaient que là, ok, c'est plus comme avant, il y a un truc qui va pas.
Mais c'est la psychologue qui a dit, au vu des résultats des tests de surentraînement, qui est un test obligatoire pour les sportifs de haut niveau, que effectivement il y avait une surcharge mentale de l'entraînement et que là j'étais plus en capacité en fait d'absorber. Enfin, j'étais au bord du burn-out, en fait. Et donc là, mes parents ont pareil toujours été là pour me dire vraiment. Comme tu le sens, si ça va pas demain, bah tu prends un train, tu rentres à la maison. Mais tant que tu veux te battre, bah nous on est là pour t'accompagner pour y arriver. Et en fait, c'est les entraîneurs en fait qui ont pris la décision de me retirer de l'entraînement, de me faire partir en vacances plus tôt. Donc j'ai pris des vacances de 2 mois au lieu de 2 semaines. Et donc là, je suis rentrée vraiment chez papa et maman. J'ai pris des vraies vacances et effectivement, je me suis retrouvée. Voilà, j'ai vu que la GR me manquait. C'était salvateur. Voilà, c'est ça. Et que la GR me manquait, que j'en avais besoin et que en fait, non, j'avais juste des petits problèmes de santé qui me fatiguaient, que j'étais pas dans une bonne période et que tout était mal aligné. Mais voilà. Et par contre, là, pareil, encore une fois, mes parents m'ont laissé repartir après cette période sans problème. Ils m'ont dit, bah, le jour où je leur ai dit, je suis prête à reprendre, bah, ils m'ont dit, bah, c'est parti, tu refais ta valise et on te ramène à la gare, quoi. Donc là, tu pars. Ils ont pas du tout Vas-y, prends la valise. Enfin, du moins, ils me l'ont pas fait ressentir. Le fait de se dire, ah, ça s'est très mal passé les dernières fois, et là, je la renvoie là-bas, quoi. Donc, après, je sais pas quel était votre ressenti à vous, papa et maman, après cette situation-là, mais c'est vrai que moi, cette pause a été très bénéfique pour moi et je trouve qu'elle a été très bien gérée par mon entourage. Et je pense aussi, ça c'est quelque chose de très important, je le glisse ici, mais je pense que c'est la confiance qu'ont les parents en les entraîneurs. C'est-à-dire que si les parents ont confiance en l'encadrement qu'on a à l'entraînement, et bah il y a une confiance d'équipe qui se fait et il n'y a pas de crainte entre guillemets entre les parents et l'entraîneur. Non, c'est vrai que ça a toujours été au niveau de l'encadrement qu'il y a eu. Après, c'est ce que des fois j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres parents dans la même discipline sportive qui avaient, on va dire, des mots un petit peu durs envers les entraîneurs. Et c'était aussi de rappeler à ses parents que l'entraîneur, malgré tout, c'est un entraîneur, mais c'est avant tout un être humain et lui aussi il a ses sentiments. Et effectivement, des fois, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, et des fois, comme pour un parent avec ses enfants, des fois, hein, les paroles dépassent la pensée. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir effectivement des coups de nerfs, des choses qui se passent. Donc, des fois, il faut savoir l'entendre. Après que l'entraîneur le reconnaisse aussi, si ça lui arrive, hein, comme à nous en tant que parents. Mais effectivement, sur l'encadrement, Maëna, sur toutes les années qu'elle a eues, voilà, comme toujours, hein, comme entre frères et sœurs, comme entre copains-copines, comme entre parents-enfants. Des fois, il y a des jours avec l'entraîneur, on s'entend bien, puis des périodes où on s'entend moins bien. Mais voilà, c'est entre guillemets le cycle de la vie. Mais sur Maëna, sur l'encadrement, je pense que ça s'est en général toujours très bien passé. Ça se passe toujours plutôt bien. Et nous, en tant que parents, effectivement, on n'a pas d'angoisse dans le cadre de l'encadrement par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les médias ou voir sur les réseaux sociaux dans le sport de haut niveau et en particulier dans la gymnastique rythmique parce qu'il y a quand même eu beaucoup de débats, entre guillemets, de petits scandales dans ce sport-là quant au traitement des sportives. Et effectivement, nous, on a toujours été rassurés et Maëna nous a toujours rassurés en nous disant non, vous inquiétez pas, sur l'encadrement, il n'y a pas d'excès dans l'encadrement. Et c'est important d'avoir confiance effectivement dans les entraîneurs. Et effectivement, quand il y a des doutes, ne pas hésiter à contacter. Nous, on l'a fait régulièrement, de contacter les entraîneurs, voilà, pour quand on avait des doutes ou des questionnements. Et inversement, on sait que quand je vois le numéro des entraîneurs certains jours, certaines périodes, quand je vois le numéro, que je vois le nom de l'entraîneur sur le téléphone, je fais ça ne doit pas aller à l'entraînement en ce moment. Voilà, on échange beaucoup avec les entraîneurs et voilà, si elles détectent un problème, elles n'hésitent pas à nous en parler. Et nous, si on détecte un problème, on n'hésite pas à en parler. Tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est très important que tout le monde, effectivement, reste à sa place, mais que tout le monde aussi appréhende la place des autres et sache que le vie ma vie, quoi. Voilà, imagine un peu ce que c'est que d'être entraîneur et comme les entraîneurs imaginent ce que c'est que d'être parent.
Et puis, au milieu de tout ça, c'est pour le bien-être de la sportive et pour ses résultats et pour qu'elle atteigne les objectifs qu'elle se fixe et qu'elle soit fière d'elle. Parce que moi, je dis souvent, les gens nous disent « Oh là là, tu dois être fière de ta fille ». Je dis « Non, je ne suis pas fière d'elle. Je suis contente pour elle, mais je ne suis pas fière. » Parce que la seule personne qui doit être fière, c'est elle. C'est elle qui doit être fière d'elle, de son travail. Moi, je suis contente. Je ne suis pas fière, je suis contente. Je suis contente qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien, qu'elle s'épanouisse. C'est ça qui est important, c'est qu'elle réussisse ce qu'elle veut faire, qu'elle se réussisse les objectifs, qu'elle atteigne les objectifs qu'elle se fixe. Et après, on essaie de faire ce qu'il faut pour la soutenir dans ce parcours, quoi. Magnifique. Magnifique tout ça. On s'approche, on va bientôt recevoir nos deux autres invités, qui sont Geoffrey et Romain. Est-ce que Tanguy, tu as une petite question? Ouais, Rémi, là, pour revenir sur ta question, quand tu demandes à Marie-Ève si justement ça n'a pas été trop dur de est-ce que je la pousse ou est-ce que je la freine, est-ce que je lui dis d'arrêter ou est-ce que je lui dis de continuer, et où sa posture a été très bonne, je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'était très bon, c'est que c'était que du questionnement en fait. Elle n'a jamais été intrusive à donner la direction, elle a fait que poser des questions et faire réfléchir. Et la base, effectivement, comme vous l'avez dit tout au début, Marie-Ève, c'est voilà, on faisait que lui poser des questions. Il n'y a aucun jour où elle a dit sur la technique, tiens, ta jambe elle est mal mise ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'était des questions. Est-ce que tu penses que ta jambe était bien mise? Est-ce que tu penses que... Et au final, c'est ce questionnement-là qui a fait que la relation se passait très bien et elle se sentait soutenue. Et après aussi, j'entends parler de la confiance avec l'éducateur. On appelle ça le triangle entre les trois, donc l'enfant, le parent et le coach, enfin l'éducateur. Effectivement, il faut qu'il y ait une confiance entre les trois, et au cœur du triangle, il faut bien que le mot confiance soit là, parce que si le parent déborde sur l'éducateur, ça va un peu tout foutre en l'air. Et aussi, en plus de la confiance, je mettrai l'objectif de chacun. Il faut que l'objectif de chacun, dans ce triangle, il soit le même. Si l'enfant, il veut juste faire du plaisir, mais que le parent, il veut faire du plaisir, mais le coach, il veut faire du pôle ou du professionnalisme, ça va pas aller non plus. Il faut que justement la discussion, la confiance font que l'objectif soit commun sur les trois sujets. Ok. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour après on vous laisse aller vous reposer. On accueille nos autres invités qui sont en fait en plus qui vont voir tout ça sous un autre angle et ça va être très riche parce qu'on va peut-être voir même des cas opposés. Donc ça peut être très intéressant. Je vous laisse un petit mot avant de vous quitter. Voilà, moi, juste pour témoigner en tant que parent, effectivement, c'est pour un parent, même aujourd'hui à 22 ans, c'est toujours un questionnement. Ouais, un conseil pour des parents qui ont des jeunes gymnastes. Quel serait le conseil? De les laisser un petit peu respirer, réfléchir, essayer, et puis vaut mieux toujours avoir se dire zut, c'était dur, j'arrête, que d'avoir regretté de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir essayé. Et puis moi, c'est le seul conseil que je peux donner, laissez-les essayer, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire et surveiller que ça se passe bien et que ça aille pas trop loin, que quand ils veulent arrêter, si tu arrêtes, tu arrêtes, si tu continues, tu continues. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, même que Maëna a 22 ans, c'est toujours les mêmes questions. On se pose toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il faut qu'elle continue? Est-ce que c'est bien qu'elle continue? Est-ce qu'il faudrait qu'elle arrête? Il ne faudrait pas qu'elle fasse ceci? Après, voilà, on en parle avec elle quand on a l'occasion. Et puis, elle nous dit oui ou non. Ou ça, j'ai envie, ça, j'ai pas envie. Et puis, nous, voilà. Soutenir, accompagner. En tout cas, le soutien que vous avez pu lui apporter en termes même logistiques, comme tout à l'heure vous avez parlé, il fallait l'emmener, il fallait qu'elle arrive à l'heure. Donc même vous avez mis tout en place pour que elle, son sport, il soit. Vous avez dit le mot allégé tout au début, pour alléger un petit peu son stress à elle et toute cette pression qu'il faut qu'elle soit à l'heure, qu'elle pense à bien manger. C'est vous qui l'avez pris sur vous en mettant des choses en place, et ça, effectivement, elle a pu s'épanouir dans sa discipline parce que vous l'avez allégé de tout ça, justement. C'est ce que je dis, c'est ma maman, mais en fait, c'est aussi mon manager, quoi. C'est maman, on m'a envoyé tel papier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on me demande ça, machin. Donc, c'est vrai que c'est souvent... La liste de casquettes est bien longue. C'est mon manager. Le soutien administratif aux sportifs, oui, c'est ça, ouais. Soutien logistique et administratif. Ouais, le soutien, la liste est longue. Oui. Bon, merci beaucoup. Franchement, c'était très intéressant. J'espère que ça va éclaircir, que ça va répondre à les questions que des parents se posent. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On a vu Lucille qui disait que ça demande un vrai lâcher-prise pour les parents.
ouais, je pense qu'il faut lâcher un peu et ça peut être très difficile à faire et responsabiliser l'athlète parce que c'est sa vie, c'est sa carrière. Et puis, je pense qu'un jeune doit apprendre à prendre des décisions, à assumer aussi ses décisions. Et puis, parfois, quand il décide de continuer et que c'est très dur, il l'a choisi. Et c'est différent que si on l'oblige. Et voilà. Donc, on vous dit bonne soirée et merci beaucoup vraiment Merci, bonne soirée aussi. Merci pour l'invitation. Et puis à bientôt et Suivez l'exemple. échangera. Merci. Ouais, Merci. suivez l'exemple, c'est ça. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Alors, tout de suite. Là, on commence fort. Là, on commence après, fort. ouais, c'était. J'espère que les autres, ils sont bons. Hein. J'espère que les autres, ils sont bons. Parce que là, c'est dingue. L'accompagnement sans trop de formation ou sans trop d'aide, elle a fait pile poil ce qu'il fallait. Quoi, donc on accueille Romain Fardel. Ouais, on va débriefer tout ça. Et Geoffrey Jourdain pour cette deuxième partie d'émission. J'espère que vous êtes en forme parce que là, c'était touchant. Elles ont bien parlé en plus et tout. Donc, c'était vraiment top. Là, du coup, alors on reçoit deux nouvelles personnes et ça peut être vraiment un peu différent. Et donc, on a hâte de découvrir ce que vous allez nous raconter parce que déjà, vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes entraîneurs. Et déjà, je veux me tourner vers toi, Geoffrey, parce que j'ai pensé à toi tout de suite quand elles ont dit quelque chose, quand elle a dit, sa maman, qu'elle ne donnait pas de conseils, tu vois. Et je sais que, toi comme moi, on a des enfants qui font du foot. Bon, toi, il est plus grand et meilleur pour l'instant, en tout cas. Mais les miens, ils arrivent, t'inquiète pas. mais nous, on connaît le football. Et toi, tu as été entraîneur de ton fils. Donc là, pour le coup, toi, c'est un cas différent où tu es obligé de donner des conseils. Donc, je te laisse te présenter très rapidement et de partir là-dessus. Là, ça m'intéresse. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis Geoffrey Jourdain, ancien gardien de foot professionnel, retraité de la profession. Et aujourd'hui, je suis entraîneur au Montpellier Hérault des gardiens de but, de la préformation U14 jusqu'aux U17 nationaux. Et le sujet, c'est parents, enfants, entre guillemets, et toi, tu as aussi été entraîneur. Ouais. Voilà, j'y suis encore entraîneur. Encore, je suis encore entraîneur du club. Et j'ai eu mon fils en tant qu'entraîneur entraîné. Et aussi, j'ai eu mon fils qui a été transféré à Lens dans un autre club. Donc, j'ai vraiment eu, quand on parle de casquettes, j'ai eu 500 000 casquettes. Donc, compliqué des fois. Donc voilà, pour en revenir, c'était quoi ta deuxième question, Rémi? Donner des conseils, parce que toi, tu as été obligé de lui donner des conseils en tant que papa. Donc là, j'ai écouté les dires de mesdames juste avant vous. Moi, le problème, c'est que nous, on a une expérience pratique que madame n'avait pas, j'ai l'impression. Ouais, donc, entre guillemets, elle est là la différence. Donc, rester à sa place, c'est à la fois compliqué et il faut le faire, mais je pense à un certain niveau. Moi, déjà, entraîneur, j'avais pas cette casquette de parent, j'avais vraiment la casquette d'entraîneur. Et en face de moi, j'avais un élève, enfin un joueur, en l'occurrence mon fils Ilan. S'il faisait pas des bonnes choses ou pas les critères de réalisation en adéquation avec le thème adéquat au football, je le remédiais comme je remédiais n'importe quel copain qui était à côté de lui, quoi. Donc, et à la maison, débriefer globalement son entraînement ou son match. Mais moi, la casquette d'entraîneur du Montpellier Hérault, c'était tu fais pas bien les critères de réalisation, je vais t'enseigner les critères de réalisation pour pouvoir faire les bons gestes ou pour mieux appréhender la situation qu'ils subissaient. Donc voilà comment je pratique ma profession. Et est-ce qu'il prenait pas mal tes reproches? Alors peut-être pas à l'entraînement du coup. Si lui il est très pro, j'imagine. Et puis quand c'est clair, voilà, c'est clair là-bas. On va pas revenir là-dessus. Mais après les débriefs à la maison, comment ça se passait? J'essayais d'être objectif. T'as été bon, t'as pas été bon, t'as pas été bon. Le plus important, que ça soit à tes enfants ou à l'élève que tu as en face de toi, c'est pas lui mentir, pas lui raconter des salades. Parce que premièrement, ça sert à rien. Et deuxièmement, c'est néfaste. Donc lui
être le plus objectif possible sur le factuel que tu as devant toi. Voilà, être le plus juste possible avec nos enfants, parce que là on parle sportif, mais avec nos enfants, ne pas leur raconter des mensonges, tout simplement, Ouais. et être objectif le plus possible avec nos élèves pour qu'ils progressent. Parce que le plus important, je pense, dans une progression, c'est savoir où est-ce que tu en es pour pouvoir progresser. Si tu t'inventes une vie ou des qualités ou quoi que ce soit, comment tu peux progresser? Je ne pense pas que tu peux progresser. Quelqu'un qui a 4 sur 10, eh ben, l'objectif, c'est de l'emmener à 5, 2 mois après à 7. Mais déjà, il faut qu'il en ait conscient qu'il est à 4 sur 10. Ouais. Et à partir de là, tu emmènes tes élèves à un certain niveau. Bien sûr, pas en étant un doux rêveur. Tu ne peux pas passer de 4 à 10, mais d'aller crescendo, de monter les étapes et les faire progresser. Parce qu'on est tous là, nous, entraîneurs, à les faire progresser tout le monde. Pas que les avenirs, pas que les moins bons, Ouais. etc. Tu as un groupe de gardiens de but ou tu as un groupe de joueurs, tu dois l'emmener à un certain niveau parce que tu es payé pour ça, quoi. Bah Tout ouais, c'est ton simplement. rôle C'est d'entraîneur. mon rôle, ouais. On va te poser la question aussi, Romain, et après on reviendra avec toi, Geoffrey, parce que aussi dans un premier temps, savoir comment tes parents ils t'ont accompagné, toi déjà, dans ton parcours. Ça va être cool d'avoir ton témoignage. Et avant, on va demander à Romain. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Toi, du Rémi, coup, merci beaucoup. qui a aussi la casquette de préparateur mental. Donc, tu t'accompagnes des athlètes dans le sport, mais tu en entraînes aussi. Et Tout à toi, fait. comment ça se passe la relation avec les parents aussi? C'est très intéressant comme question. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'intervenir dans cette émission. Donc, je suis basé en Suisse. Il y a peut-être des différences aussi qu'on pourrait expliciter dans la suite du podcast, de l'émission. Ce que je fais, j'ai les deux casquettes effectivement d'entraîneur d'athlétisme avec des jeunes élites et des athlètes adultes élites aussi en athlétisme en Suisse, dont certains qui évoluent à l'international. On a 2 pentathlètes aussi au niveau européen et mondial, dont une pentathlète suisse qui a participé à Paris 2024. Donc, on s'occupe aussi d'elle, de son entraînement par rapport à la course à pied. Il y a 5 disciplines. Et puis, avec ma casquette de préparateur mental, j'accompagne aussi les parents en fait en termes de préparation mentale. Je me vois vraiment comme un accompagnant à la performance. En fait, c'est un petit peu l'étiquette que je mettrais sur mes 2 fonctions. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'inclure les parents le plus possible. À titre personnel, ça fonctionne très bien. Et puis, si je prends la casquette d'entraîneur, mon témoignage, ça serait qu'il faut construire une base de relation avec les autres entraîneurs. On est 3 pour l'instant à gérer notre groupe élite en demi-fond et fond à Berne en Suisse, donc c'est la capitale. Donc, il faut réussir à se connecter les uns aux autres avant de pouvoir faire quelque chose avec les parents. Bien sûr, il y a aussi les différences culturelles qui jouent un rôle. En Suisse alémanique, dans la partie germanophone du pays, les parents ont tendance à être beaucoup plus en retrait, par exemple, que dans la partie francophone en Romandie. Donc, c'est des paramètres dont il faut tenir compte. Et puis, on ne peut pas demander aux parents, par exemple, d'être sur le terrain, d'être présents à l'entraînement aussi, que ce soit même pour venir chercher leurs enfants, parce que ce n'est pas dans leurs habitudes, c'est vraiment pas dans les mœurs. Donc, ça, c'est vraiment un premier facteur à prendre en compte. Et puis, si je reprends la casquette de préparateur mental, en Romandie, c'est beaucoup plus facile d'avoir les parents avec soi, je trouve. En fait, je les invite en même temps. Et puis, comme c'est les clients qui payent, c'est plus facile d'établir directement la relation avec eux. Je suis constamment en communication avec eux, que ce soit par téléphone, par WhatsApp, par mail, etc. Presque beaucoup plus qu'avec les athlètes au début. Et j'essaie vraiment d'avoir mon focus sur les jeunes talents entre 15 et 20 ans, les amener le plus haut possible, en fait les préparer à une carrière professionnelle, c'est ça mon objectif, tout en étant aussi dans le développement de carrière, dans l'accompagnement à la carrière. Ok, merci Romain. On va revenir vers toi aussi encore par la suite. Et on switch encore avec Geoffrey. Geoffrey, toi, donc tu as été aussi jeune athlète. Et comment tu as vécu le fait d'être au centre de formation? Tu étais à l'INF Clairefontaine aussi, donc tu es parti tôt, toi aussi, de chez toi. Comment tu as vécu ça et comment tes parents l'ont vécu et comment ils t'ont aidé là-dedans? Ou qui a fait les choix? Comment ça s'est passé? Donc moi, mon parcours, voilà, j'ai fait toute ma jeune
en loisir dans mon club dans la région parisienne, le CSMO. Et à partir de Ah, 13 Meaux, ans, j'ai fait. Voilà, et à 13 ans, j'ai fait les détections pour Clairefontaine. Et j'ai été pris. Donc, j'ai intégré jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, j'avais le choix entre plusieurs clubs. Et j'ai choisi Montpellier. excuse. Parce que Montpellier, c'était un club qui faisait beaucoup. Il y avait beaucoup de jeunes du centre de formation qui sortaient pro. Donc, Il y avait beaucoup globalement, de c'est gardiens en pour ça. équipe de France. Et en Ils plus, avaient il y avait quasiment beaucoup tous de, leurs gardiens en équipe de France jeunes. Ouais. voilà, il y avait beaucoup Ouais. de jeunes gardiens qui signaient pro. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Montpellier. Donc, nous, jeunes, quand tu es petit comme ça, bah, tu prends pas conscience de tout ça. C'est plutôt, tu croques la vie à plein dents. Pour toi, c'est exceptionnel ce qui se passe devant toi. Mais pour tes parents, c'est compliqué. Moi, mes parents, ils venaient me chercher le vendredi. Je passais le week-end que chez mes parents à Meaux et ils venaient me chercher le vendredi et me redéposer le dimanche à Clairefontaine. Donc, c'est un engagement de tout instant pendant 3 ans. Faut pas Ah, c'était oublier 3 ça. ans. C'est Ok. 3 ans, c'est pas une semaine ou 2 mois, c'est 3 ans. Ouais. Je me rappelle, ils avaient acheté une voiture exprès pour cela parce que ça a été compliqué. Ils avaient Ah ouais. acheté un diesel au lieu que, parce que nous, on roulait en Ah essence. ouais. Tu Pour vois faire ce que des je veux dire? économies. Voilà, le diesel, c'est moins cher que l'essence. Ils étaient Grave. partis sur une R5, je me rappelle, une Renault 5. Et voilà, non, mais c'est des sacrifices. Nous, jeunes, franchement, on s'en rend pas compte. Ouais. Jeune, quand tu as 13 ans, tu sais pas que tes parents, ils font des sacrifices pour toi. C'est quand tu es pro, après, tu dis, ah ouais, putain, ils avaient fait ça, ils avaient fait ça, ils avaient fait ça. Et après, tu les récompenses pendant ta carrière. Mais c'est vrai que sur le coup, tu t'en prends pas conscience. Et moi, après, je suis parti à Montpellier à 900 km à l'âge de Ouais. 16 ans. Donc imaginez-vous, si vous avez des enfants, quitter vos enfants à l'âge de 16 ans, tu sais que tu vas pas les voir beaucoup de fois. Donc moi, j'avais négocié dans mon contrat, enfin après tu signes des contrats pour intégrer tel ou tel centre. Et moi, j'avais intégré tous les 15 jours 2 personnes de ma famille qui venaient sur Montpellier pour que moi, enfant, je voyais 2 personnes de ma famille. Sinon, Et pour mes tu as eu parents, un c'était agent pas possible. à ce moment-là. T'avais Non, un j'avais agent pas à ce moment-là? d'agent. Non, 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 j'avais pas c'est. d'agent. C'est Qui c'est qui a négocié pour toi? ouais, c'est C'est mes tes parents. parents? Oui, c'est Ok. mes parents. J'avais pas d'agent. Je savais même pas que ça existait à l'époque même. Ouais. Je sais même pas. Il y a, je sais pas il y a combien de temps. Je te laisse calculer. Et 5 ans. tu me relaisses calculer aussi. Ça fait 5 Non, ans. mais donc Ouais. voilà. Et ça a été accepté par le club. Donc pendant 5 ans, j'avais 2 personnes de ma famille qui venaient. Et c'était ressourçant. C'était trop bien pour moi, Ouais. pour eux, pour tout le monde. Et après, on rentrait pendant les vacances. Mais c'est vrai que pour mes parents, ça a été compliqué au départ. Mais après, ils se sont faits. Mais nous, franchement, on prend pas conscience. Nous, on croque la vie. En plus, je viens à Montpellier. Je suis de la région parisienne. Le Il y a la climat, c'est mer. pas le même. Il y a la mer. Nous, on n'allait jamais en vacances. Notre famille. Donc, Bah, je on sais que mes arrive. parents, quand ils ont choisi pour ça. Hein. La mer. J'avais plusieurs clubs. J'avais Lens d'ailleurs, Lens, Ah Rennes ouais? et tout. Et ils m'ont dit non, mais tu vas partir. Bah, ils m'ont dit qu'après que j'avais d'autres clubs, mais ils m'ont dit ouais, on t'a choisi Montpellier parce qu'au moins il y a la mer le dimanche. Tu souffriras moins s'il fait beau. Et, Et moi, en et fait, quand, j'ai quand un je suis autre pote, venu. c'était pareil. Moi, quand je suis venu à l'aéroport, comme ça, en fait, et je voyais. Et quand tu atterris à l'aéroport de Montpellier, tu atterris sur la mer. Je dis, waouh, où est-ce qu'on est ici, là? Je vois des palmiers. Je Ouais. voyais des palmiers. Je dis, waouh, c'est quoi ça? C'est trop beau ici. Au début, C'est comme ça que j'ai choisi Montpellier. Et après, Montpellier, je m'étais entraîné avec les pros à 16 ans. Non, et- franchement, Montpellier, c'est top niveau. Et c'est pour ça que j'ai et choisi Montpellier, quoi. c'est vrai que pour l'anecdote, je me rappelle, j'avais un pote qui était au centre de formation à Châteauroux. Et lui, le Ouais. dimanche, je me rappelle, nous, on partait à la plage et lui, il était à la pêche. Alors, c'est vrai que c'était pas la même vie, quoi. C'est vrai Nous, que c'est pas la c'était. même vie. Et on Ouais, avait c'est de vrai que quoi c'est pas se la même vie, ressourcer quoi. et vivre de grandes choses. Et, Et ouais. euh, et est-ce que toi, Romain, du coup, je reviens à toi, tu peux en placer une, Tanguy, si tu veux, faut me couper, moi, parce que sinon, je m'arrête pas. Ouais, Mais là, si tu as juste une pour revenir question, sur ce que disait, faut- juste pour revenir sur ce que disait Geoffrey, sur ses parents, il a dit un mot très juste, c'est qu'il a dit il n'avait pas conscience que ses parents ouais. ils investissaient sur lui. Et ça c'est très bien. Des fois, on peut voir Non, maintenant non, le pour mot, des. le mot investir, il est fort. Je pense pas qu'il faut Ouais, c'est pas un pari, mais c'est pas un genre, ils, Ouais, pari. mais, ils, ouais, mais je veux ils font dire des que. Ils le choix font, forts. déjà, ils le font Ouais. naturellement parce que j'étais son enfant. Leur fils. Voilà, ça se fait naturellement. Mais je pense pas que le mot investir, Ouais, mais il est.
Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu l'as pas senti. Et en fait, ça, c'est très juste. En fait, il faut pas. On voit maintenant des parents qui disent bah tiens, j'ai payé ça pour tes chaussures, j'ai payé ça pour la voiture, maintenant tu as intérêt de bouger tes fesses. Ça met une espèce de pression sur l'enfant qui n'est pas bonne. Et là, ce que j'entends, toi, tes parents, ils ont fait pour toi. Leur rôle de parent, c'est-à-dire m'emmener à gauche ou à droite. Là, ça te semble logique, mais je te rassure que c'est pas le cas malheureusement partout. Donc c'est pour ça que et maintenant et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de parents, je pense, qu'ils investissent, ils sont dans l'investissement plutôt que dans le rôle de parent, que dans le rôle de parent. Du coup, ils sont en attente de quelque chose. Et il y a une pression qui se met sur l'enfant, qui n'est pas bonne justement. La seule attente des parents de Geoffrey et des parents de Maëna, c'est que leur enfant, il soit dans les meilleures conditions pour faire ce qu'il veut faire. Donc nous, en tant que parents, on t'accompagne là-dedans. C'est le mot accompagner en fait. C'est pas on te pousse ni on te tire. Non, c'est pas accompagner. Le mot, c'est pas accompagner. Tu dirais quoi, toi ? Ils font des choses naturelles pour leurs enfants. Est-ce que le mot naturel et accompagner, c'est un synonyme ? Le mot naturel, c'est ton naturel à toi. Mais malheureusement, on est d'accord. Dans d'autres familles, le naturel n'est pas le même, on peut dire. Et toi, Romain, est-ce que tu accompagnes des enfants ou des jeunes athlètes qui partent de chez eux tôt ou qui ne sont pas chez eux, justement, qui sont partis tôt ou qui sont jeunes et qui viennent de partir ? Non, c'est pas tellement le cas en athlétisme parce qu'on a une structure vraiment décentralisée en Suisse. Donc, c'est des petites cellules de performance à chaque fois. Je prends l'exemple de Audrey Véro, qui est la meilleure coureuse suisse actuelle sur 800 mètres. Qui a fini 6e au championnat du monde récemment à Tokyo. Et là, son entraîneur, depuis ses 15 ans au CA Belfaux, donc c'est un tout petit club dans la région fribourgeoise, qui est vraiment inconnu au bataillon. Je veux dire, si on demande, personne ne connaît ce club-là, et pourtant, c'est une des toutes meilleures mondiales. Donc, en fait, la performance se développe vraiment très, très localement. Et puis, on a beaucoup de peine, contrairement à la France, à réunir tous les athlètes au même endroit. Ça se fait seulement lors de camps d'entraînement, lors de déplacements à l'étranger, et vraiment s'il le faut, en fait, s'il y a une délégation qui part pour faire de la performance ailleurs. Mais c'est vraiment très différent. Comme l'INSEP un peu, des pôles. Alors on a le centre d'entraînement national à Macolin pour tous les sports, mais c'est pas comme l'INSEP, la réunion de tous les meilleurs athlètes français. Les athlètes suisses viennent s'entraîner à Macolin, mais de manière assez hétérogène en fait, selon les besoins. Certains ils séjournent plus longtemps, ils sont aussi engagés par l'armée, et puis d'autres font vraiment des séjours très très ponctuels. C'est pour des tests de performance par exemple. Moi j'ai une petite question. Ah vas-y. Moi, j'ai une petite question parce que je vous ai entendu tout à l'heure discuter sur le rôle de parent. Face à un profil comme moi qui des fois, qui malheureusement a une expérience footballistique, quelle est votre posture si par exemple vous avez une athlète où sa mère c'est Marie-Josée Pérec ? Quelle est votre posture à vous en tant que PA et en tant qu'accompagnateur de parents ? Qui veut prendre la parole pendant que je réfléchis ? Je réfléchis aussi. Donc, si je prends la parole, je la lâche plus, moi. Non, moi, je peux répondre juste comme ça. En fait, ça va être le plus dur. C'est là, on fait Marie-Josée Pérec. Le plus dur, en fait, ça va être quelle casquette utiliser et quand. Il y a la casquette de parent et il y a la casquette de coach. Donc, soit c'est la coach ou soit il y a une relation étroite avec le coach. Mais il ne faut pas oublier la casquette de parent. Il ne faut pas que l'enfant rentre à la maison, le matin, c'est son coach, à midi, c'est son coach. L'enfant, il a besoin aussi de souffler, il a envie de voir ses parents. Donc, je pense que c'est justement trouver la bonne casquette au bon moment. Pas toujours la même, en l'occurrence des mais vous disiez, c'est-à-dire rester à sa place en tant que parent, etc. etc. Ouais. Mais demain, moi, j'ai le fils de Fabien Barthez. Mais Fabien Barthez, limite, je le rentre dans ma séance avec moi, quoi, tu vois. Justement, ça, tu vois ce que je veux dire. On parlait de triangle. Du coup, il faut justement que je peux pas l'éducateur et le parent soient proches. Il faut pas qu'il y ait deux discours. Il faut que les trois, en l'occurrence, ou là les deux. Ouais, mais je peux pas avoir le discours. Je peux pas moi avoir le discours meilleur que Fabien Barthez. C'est impossible. Oui, mais toi, tu as quelque chose à apporter aussi. Toi, tu es quand même éducateur et Fabien Barthez, avec tout le respect qu'on a,
il a peut-être des choses que toi, tu n'as pas. Oui, mais si on Vice-versa. discute avec Fabien Barthez sur le métier de gardien de but, à un moment donné, moi j'ai mes convictions, lui aussi, mais à un moment donné, c'est la vérité de l'expérience qui va parler. C'est-à-dire, je vais peut-être écouter Fabien Barthez au lieu vous voyez ce que je veux dire? Mais Ouais. c'est le fait d'avoir cette communication Ouais. et cet échange avec Fabien Barthez qui va enrichir la relation. Ce qui Par serait contre, pas si bon, vous êtes c'est bornés si chacun tu de votre l'écoutes pas. côté, Ouais. voilà. Si vous êtes bornés chacun de votre côté, là, il y a danger. Mais si vous vous mettez d'accord et vous discutez, et vous enrichissez l'un ou l'autre et surtout la relation avec l'enfant, c'est top. Parce que, Ouais. après, je pense que nous, en tant que préparateurs mentaux, tu diras ce que tu en penses, Romain, mais nous, ça va plus être le lien, en fait. Est-ce que chacun est à sa place? Parce qu'il y a des parents qui vont donner des conseils à leurs enfants et ce ne sera pas un problème pour l'enfant. Il y en a, par contre, moi, ce qui me gêne, c'est quand je vois le week-end des footix qui donnent des conseils à leurs enfants. Alors, ils sont incapables de faire ce qu'ils demandent de faire à leurs enfants. Et en plus, Il ils est là leur le disent des problème. conneries souvent. Donc là, il y a un gros problème. Après, quand tu as un athlète de haut niveau qui a un enfant ensuite qui fait le même sport, bah, je pense qu'il est apte à lui donner des conseils. Si moi, je suis amené à accompagner son fils, le fils de Fabien Barthez, par exemple, et que le fils de Fabien Barthez, il me dit « Ouais, moi, j'aime trop quand mon père il me donne des conseils. À chaque fois que je l'écoute, finalement, il a toujours raison. » Bah, dans ce cas, je vais lui dire, est-ce que tu es OK pour que je parle pour que je discute avec ton père et que je lui dise qu'il continue de faire ça parce que ça marche super bien. À l'inverse, s'il me dit, je sais que mon père, il a été pro, mais le football a un peu changé et ce qu'il me demande, c'est différent que ce que mon coach me demande. Donc, comment je dois faire? Eh ben, moi, je dois faire le lien pour qu'ils aient une bonne communication tous les deux, peut-être introduire le coach aussi et justement essayer de Je pense que tout le monde vous, aille en dans tant la même que. direction. Je pense que Romain et Rémi, en tant que PA, vous devriez, ou je ne sais pas s'il y a des formations qui se font, comment réagir face à un père ou une mère qui est athlète de très haut niveau? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez tous les outils pour remédier à ça, quoi? Parce que ça doit être dur ça doit être dur, votre posture face à un père ou une mère qui a joué au très haut niveau, quoi. Mais Comment je me positionne moi, quoi, tu vois? comme toi, comment tu te positionnes, toi, par rapport à ton fils, qui est en équipe de France, jeune en plus, hein, donc qui est au très haut niveau, donc qui a un coach en équipe de France, qui a un coach à Lens, même, et toi, qui a été son coach, et en plus qui est son papa, Bah et là, en je plus laisse qui était faire. au haut niveau. Bah, je laisse faire, j'écoute, je surveille. Inconsciemment, j'analyse avec ma pratique aussi. Et après, là, on parle de l'équipe de France, on parle du très haut niveau. Mais Ouais. face, vous, à. Donc, limite, je me mets et on se met tous au même niveau, quoi, tu vois. Mais c'est dur, des fois, de. Moi, c'est comme si. Ouais, moi, s'il y a quelqu'un qui a une plus grosse expérience que moi, eh ben, franchement, je vais pas baisser les armes. Mais je vais écouter ma pratique, plus celle du très haut expérience. Mais en aucun cas, je lui dirais reste à ta place. En Ah bah aucun ouais, cas. non. Non, je pense qu'il En faut que aucun tout le cas. monde aille dans le même sens et que tout le monde puisse apporter. Le but, c'est, peu importe ce que chacun apporte, mais le but, c'est que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Certains vont pouvoir apporter plus, d'autres un peu moins, d'autres Et, ils vont on, juste là pour créer le lien, d'autres et pour c'est un apaiser peu les dur choses des fois. Mais c'est un peu dur en football, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Là, j'ai une idée en tête parce que c'est l'heure de manger. À la cuisine, toi, tu as une façon de faire une omelette. Demain, il y a Etchebest qui arrive. Il dit non, mais fais comme ça, fais comme ça. Non, mais t'inquiète, mon omelette, elle est bonne. Mais non, mais Etchebest, il va savoir que c'est meilleur. Donc, tu vas baisser les armes et tu vas écouter Etchebest alors que tu es censé faire de la bonne cuisine, toi aussi, quoi, tu vois. après, c'est l'intelligence de savoir écouter les bons conseils aussi ou pas. Exactement. Et Exactement. puis c'est écouter le sujet, c'est l'enfant. À la base, c'est l'enfant, son plaisir à lui. Donc Oui, si oui, son père exactement. parle La base, et c'est que l'enfant. ça le saoule, enfin, il faut lui demander, est-ce que quand ton père, moi j'aime bien comme tu disais Rémi, j'aime bien que mon père me parle, bah c'est ok. Mais le danger, ça va être, ouais, mon père, il a de l'expérience, mais quand il me parle à moi, ça me vexe. Il y a cette relation à Oui, avoir. exactement. Des fois, il est gavé Mais voilà. Et d'une discussion d'un père ou quoi. tu vois, je le vois avec mes enfants. Moi, ce que j'essaie de mettre en place, alors, il y a plein de trucs, je saurais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas forcément à le mettre en place. Mais là, pour le coup, par exemple, quand ils rentrent de l'entraînement, déjà, je sais direct à leur tête s'ils sont contents d'eux ou pas, tu vois, s'ils sont fiers d'eux ou pas. Ça se Ouais. voit tout de suite quand ils arrivent à la maison. Et après, en fait, moi, j'essaie de pas parler de foot, tu vois.
Pas du tout. Parce que je sais qu'ils essaient de s'identifier à moi, ou des fois, tu vois, ils me chambrent et tout, ils font ferme-la, t'as même pas été pro, toi, qu'est-ce que tu me donnes des conseils, ou des trucs comme ça. Et, et, euh, et donc, nous, à la maison, ce qu'on essaie de faire, c'est que quand ils rentrent de l'entraînement, on parle pas de foot. Tu vois, on parle, ouais, écoute, on va manger ça tout à l'heure. Vas-y, est-ce que tu as fait tes devoirs ou est-ce que tu as pris ta douche? Je sais pas quoi. Bref, on change de sujet. Et après, on parle de foot uniquement si eux, ils nous parlent de foot. Tu vois? Parce que, imagine, ça s'est mal passé, parce que j'ai eu le cas déjà avec des parents. Leur enfant, ça s'est mal passé. Et on a tous connu ça. On est dans la voiture, retour du match. T'es pas content de toi. Et en plus, tu as ton père qui rajoute une couche par-dessus. Et c'est pas du tout constructif, tu sais, t'en as marre, t'as qu'une envie, c'est qu'il arrête la voiture au feu rouge et de te barrer, quoi. Et après, t'auras pas l'omelette à la maison. Donc, tu restes. mais c'est vrai Bah que après, moi, je vais d'avoir parler un papa de. qui donne des- Moi, je vais parler de mon fils Ilan. Quand t'es programmé, quand t'es mordu de ballon, honnêtement, ça parle que football, hein, Rémi. Tu vois ce que je veux Ah, dire? parce qu'il t'en parle. Il est d'accord pour Voilà, en parler. t'es baigné dans Mais- du football, donc tu parles de sa pratique, tu parles de la pratique que tu as vue à la télé, tu parles de tout ça, quoi. Après, Après, en plus, c'est son même métier, si toi, maintenant. t'en as pas envie, Oui. l'enfant, il direct, il parle de foot, quoi. Bah, ouais, demande à ma femme. Du coup, oui, ça tient 5-10 minutes. Mais c'est pas nous qui commençons à en parler. Et Oui, eux, oui. du coup, ouais, ce soir, Ouais. il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bien sûr, bah là, on en Mm. parle. Mais tu vois, Ouais. après les matchs, tu vois, s'il perd, je vais pas lui dire, t'as un moment, tu te replaces pas assez vite. Tu sais, pas tout, je vais pas lui dire ça. Il est pas prêt à m'écouter, ça va servir à rien. Par Mm. contre, des fois, je vais dire un truc à son frère, je sais que l'autre écoute, et du coup, là, c'est constructif pour lui. Mm. Parce qu'il Ouais. il a dit ça à mon frère. Et je sais que ça a de l'impact, parce que je le revois après, où il me le redit. C'est quoi que tu avais dit l'autre jour Et là, je pense que Ouais. c'est. Ouais, j'ai compris. Ouais. Tu vois, si on veut se faire écouter, il faut le dire au bon moment. Mm. Ouais. Bon, moi, je Romain, vous cache qu'est-ce que pas tu penses? que je débriefais à chaque fois après match et tout. Et au final, c'est passé, quoi. Ouais, non, mais voilà, il n'y a pas de règle. Ah, mais ça, je pense qu'il faut être d'accord Ouais, il n'y a avec ça, pas il n'y de a pas de règle. Il règle. n'y a pas Il n'y de. a pas de règle. Et ouais. Et moi aussi, je débriefais après chaque match et c'est pas passé. Donc, tu vois, Moi, c'est passé. Moi, mon il y fils, a- il est passé et je il débriefais a à chaque compris. match. Ouais. Non, mais ouais. Ouais, tu vois, il y a deux cas. Mais- Tu vois, il y a deux cas. Il faut Je sais s'adapter, que il faut mon père, moi, s'adapter à à chaque l'enfant. fois, mon père m'a S'adapter à entraîné, l'enfant. à chaque fois, c'était compliqué. Ouais, il faut s'adapter à l'enfant, à ce qu'il veut, à ce qu'il réclame, tu vois. Et, Exactement. Bon, ce je- qu'il faut dire, c'est qu'il y a des parents qui ont les compétences aussi pour devenir les entraîneurs de leurs enfants. Si on prend l'exemple de Mondo Duplantis, je pense que tout le monde le connaît. Oui. Ces deux parents sont ses entraîneurs. Je pense pas les seuls, mais sont quand même ses entraîneurs principaux. Ils le connaissent par cœur. Ils l'ont vu grandir, évoluer avec la perche dans le jardin familial. Ça fait penser à Renaud Lavillani, notamment. Et voilà, c'est des gens qui ont les compétences. Le papa faisait 5 mètres 80, 85 ou 90 à la perche. Et puis, est devenu l'entraîneur technique ou physique de son fils, peu importe. Et aujourd'hui, il est 14 fois recordman du monde. Donc, Geoffroy, tu parlais, voilà, c'est le parent de Marie-Josée Pérec ou Marie-Josée Pérec elle-même qui a un fils, une fille, qu'est-ce qu'elle fait? Je pense que c'est vraiment une question de compétence aussi, d'arriver à prendre le bon recul, à se positionner aussi en tant qu'entraîneur. Et puis, je me souviens avec mon père, je faisais du haut niveau à 14-15 ans. À un moment donné, il s'est retiré parce qu'on avait besoin de changer. Donc, c'est aussi une question de feeling. Ça se joue dans la relation entre les parents et l'enfant. Et puis, il faut donner les clés, il faut donner les outils aussi aux parents. Un parent, même qui aurait fait du haut niveau, mais qui ne veut pas se former, qui ne continue pas à se développer en tant qu'entraîneur, à faire des formations, à faire des formations de préparateur mental, je pense qu'il n'a aucune chance de pouvoir accompagner ses enfants vraiment correctement. Donc ça, Oui, toi, c'est ma position. tu as des diplômes, Geoffrey, pour ça aussi. Tu vois? Oui, j'ai des diplômes. Donc, tu as l'expérience personnelle plus des diplômes. Donc, tu es apte Exactement. à pouvoir le faire aussi. Tu vois, Oui, un oui, parent qui n'a pas de tu diplôme ou pas dois, d'expérience. en résumé, je résume en une phrase. Ma formation, c'est que tu dois t'adapter au public que tu as. Ça, c'est la phrase que je retiens. Donc, tu dois t'adapter à l'enfant que tu as. Tout Exactement. simplement. Du coup, les Tu dois parents pas doivent s'adapter à leur enfant retranscrire ta aussi. carrière. Tu dois pas Ah oui. retranscrire ta carrière aux enfants. Non, tu as un public et tu dois t'adapter à eux. Et d'ailleurs, j'ai une autre question parce que tu as d'autres enfants. Tu as 3 garçons, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça. Et les deux autres, ils font du sport ou pas? J'en ai un qui fait, oui, un il fait de la boxe et un qui fait du foot, mais dans les petits villages. Ok. Et eux, alors, quelle a été la différence du coup? Est-ce que
c'est venu vraiment d'eux. Tu vois, tu en as un, tu sais qu'il était, comme tu dis, quasiment programmé pour réussir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et les autres, est-ce que du coup, le sport, c'était juste un loisir et tu les as jamais sentis Non, je pense qu'au départ, ils veulent. Quand mon deuxième a fait du foot, Ilan était au Montpelliero et était bien vu. Enfin, on avait des bons échos de lui. Et lui, il voulait avoir pareil, je pense, au début en mode loisir. Et après, je pense qu'il voulait, pas être professionnel, mais il voulait être dans le gratin du haut. Et malheureusement, par manque de compétences, eh ben, il est pas arrivé. Et après, il a trouvé sa voie dans un club de village. Mais au départ, ils sont tous au club du Montpelliero parce que leur père était au Montpelliero. Ah oui, ok. Je pense que c'était ça au départ. Mais Donc, ouais, ils avaient de et je l'ambition mec, quand même, et puis c'est passé ouais, ils pour avaient un, pas voilà, pour voilà, l'autre. exactement, exactement. Ils avaient de l'ambition au départ, mais après, par manque de compétences, ben ça allait trop vite, il n'arrivait pas à suivre, etc. Et après, il a été lui-même dans son club de village à Mogio, où aujourd'hui il s'épanouit grandement, quoi. Et nous, Ok. enfants, papa, tu dois accompagner ton enfant où est-ce qu'il a envie de faire du Mhm. foot ou faire n'importe quel sport. C'est notre Mhm. rôle de parents. Ouais, c'est ça, quand il y a une fratrie, bah, quand il y a de la famille, il faut pas oublier les autres, quoi. Exactement, bah C'est non, ça. surtout pas. Et surtout de les loger à la même enseigne. Mm. Ça, c'est la base. Même si c'est compliqué, parce qu'il y en a un qui, entre guillemets, qui est un peu médiatique, qui commence à être un peu médiatique. Et forcément, on parle de lui, on parle de lui. Ouais. Et le deuxième, troisième, ils se sentent peut-être un peu en retrait, alors que nous, parents, on n'est pas, comment je peux dire, on n'est pas responsable de ça, quoi. Mais Bon, nous, ça nos va, enfants, on tu les mets aime. quand même des stories des autres, donc ça va. Voilà, voilà, On voit quand même les autres, donc pour l'instant, ça exactement, va. il faut Tu faire gardes très, très, l'équilibre. il Ouais. faut faire très, très attention à Non, mais c'est ça vrai. et aussi on le fait naturellement parce que nos enfants, on les aime de la même façon, les trois. Et ouais, mais carrément. Et tu parles d'amour, on va en parler aussi après, parce que ça fait partie de la méthode du sac des parents à mettre dans son sac. Là, ça va être bientôt fini pour vous, et nous, on va rester avec Tanguy pour expliquer la méthode du sac de Tanguy. Et avant, j'aimerais que vous puissiez, ben, quand même, vous laisser un peu la parole. Et peut-être quels conseils vous aimeriez donner, ben, du coup, aux parents qui nous regardent et qui vont nous regarder ou qui nous écoutent en podcast. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner, s'il vous plaît? Ne vous battez pas. Ouais. Je suis Bah, très à l'écoute, monsieur. Je suis très à l'écoute. je peux commencer. Je pense que les parents, c'est important qu'ils se renseignent vraiment à tous les niveaux. Quand on veut faire du sport de haut niveau, de la très haute performance, c'est important j'ai envie de dire, d'être au taquet. Dans un certain sens, on ne peut pas se reposer sur ses acquis. On ne peut pas croire qu'un jour, on a tout compris à, je sais pas, la musculation et le lendemain, vouloir faire une séance de musculation sans avoir bossé la veille dessus. Moi, c'est l'approche en tout cas que j'essaie d'adopter. Puis ben, je pense que Geoffrey, tu me contrediras pas. Tu as fait du sport de très très haut niveau, bien, à un niveau bien plus élevé que moi. Mais voilà, vraiment se renseigner, s'éduquer soi-même et puis rester en contact avec les autres, avec les experts, avec les meilleurs de son domaine, comme dans n'importe quel domaine, d'ailleurs en économie, en management, n'importe où. Bosser en équipe aussi pour moi, mon credo, c'est un petit peu le éclore ensemble, c'est-à-dire vraiment se serrer les coudes, communiquer. Les compétences en communication, je crois qu'elles sont aussi incroyablement importantes. Communication. Essayer d'éviter les conflits. J'ai vécu un conflit personnel aussi, j'en ai pas parlé avant, mais On très t'écoute. important avec le père d'une jeune athlète qui avait 14 ans à l'époque, qui a gagné les championnats suisses sur 60 mètrés. Et puis voilà, ça s'est fini. Enfin, ça a duré très longtemps ce conflit, ça a fini par se résoudre. Mais le surinvestissement parental, on peut parler de droit de l'enfant, mais il y a toujours le bien de l'enfant au centre. Je crois que c'est Tanguy, c'est toi qui en parlais tout à l'heure. C'est de faire toujours attention à ça, enfin vraiment replacer le bien de l'enfant au centre et pas oublier il y a des règles, il y a des codes aussi de safeguarding internationaux édictés par le CIO, etc. Donc se renseigner, se former et faire attention aussi à ce qu'on dit, à la doctrine un petit peu qu'on a par rapport au sport. Merci Romain. On écoute Geoffrey maintenant. Quel conseil tu pourrais donner aux parents Moi, voilà. déjà, il n'y a pas,
dans le football, il faut savoir qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bon ou de mauvais conseils. Il n'y a pas une méthode parmi Ouais, il n'y a tant pas de d'autres. recette. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai eu une méthode où mon fils, je ne l'ai pas lâché. C'est-à-dire, je l'entraînais déjà de la même façon que ses copains au foot, premièrement. Ça, c'est la base. Et deuxièmement, je ne l'ai pas lâché. C'est-à-dire, franchement, je débriefais à chaque fois. Et avant, après, pendant les matchs. Je le guidais en tant qu'entraîneur du MHSC et je le guidais après le match pour ses erreurs et ses bonnes choses. Donc, et il a été pro à 17 ans, à 16 ans, même pas 16 ans et demi, 17 ans. Donc, vous voyez, il y a une méthode où je ne l'ai pas lâché tout en restant poli, cordial, pas en étant dans son crâne tout le temps. Parce que lui, il était demandeur. Voilà. Et parce qu'il voulait aller au bout, quoi. Donc c'est comme Après, je sais pas je pense pas qu'il a été demandeur, mais il a écouté, je pense, l'expérience de son père. Il n'a pas écouté son papa. Il a écouté l'expérience de son père sur les situations qu'il recevait en tant que gardien de but. Il n'a pas écouté son papa. Donc voilà. Et ma femme, elle faisait tampon aussi. C'est aussi, il y a le rôle de papa ou de maman. Il y a aussi le deuxième rôle de parent où par intelligence, elle a fait tampon. Mais moi, en tout cas, j'ai eu une méthode où je ne l'ai pas lâché. Et ça est passé. Et il est passé pro, un des jeunes pros les plus en France, à 17 ans. Ouais. Voilà, et je ne l'ai pas lâché. Après, tu en as d'autres où, après le foot, comme toi, Rémi, où tu as lâché après le foot. Voilà, il y a deux méthodes et il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. C'est ça que je dois résumer. Donc, il n'y a pas de règle. Et merci pour tous vos conseils. Merci d'avoir été là. Nous, on va continuer avec Tanguy. On va vous laisser. Soit vous pouvez continuer à suivre la fin de l'émission, soit aller manger ou vous coucher. Vous faites comme vous voulez. On débriefera en privé par la suite. En tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance, Romain et Tanguy. C'était un plaisir, merci beaucoup aussi. Espérons qu'on se croise un jour ou l'autre. Avec plaisir. Ouais, voilà. Sur Montpellier. Avec grand plaisir. Avec Bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous aussi. À plus Romain, à plus Geoffrey. Ciao Rem. Bye bye. Ciao. Bye. Ouais. Ah. Il y a moins de bruit là, on est mieux. Non, merci à tous ces invités. Franchement, c'était top. Que des bons conseils, que des expériences incroyables. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Finalement, super témoignage. J'ai des milliers de questions. Surtout, c'était varié entre très varié, parce qu'il y a des méthodes différentes, il y a des points de vue différents, mais il y a des grandes coïncidences aussi quand même. Il y a des choses qui ne changent pas, comme la communication, l'amour, le soutien. C'est des mots qu'on a entendus beaucoup. Et en parlant de ça, je vais te donner un peu la parole et j'aimerais qu'on explique la méthode du sac des parents. Avant tout ça, abonnez-vous déjà, parce que ça, c'est indispensable pour que les émissions comme ça continuent. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, c'est pour les algorithmes. Mettez des commentaires, abonnez-vous et mettez la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications. Mais maintenant, donc, place à la méthode, le sac des parents. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment ça t'est venu et raconte-nous tout. Je sais que ça te plaît en plus. Ouais, j'adore ça. En fait, ouais, mais ça, c'est vraiment le truc. Quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, mais attends, mais là, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Et maintenant, il faut qu'on accompagne tous les parents. Et je vois qu'il y a Marie-Ève et Romain qui sont encore présents, qui suivent l'émission. Donc, si jamais vous voulez intervenir, vous faites un petit signe et on peut même vous réintroduire, quoi. J'ai le chat juste à côté de moi et je regarderai si vous nous écrivez. Alors, on t'écoute. Du coup, pour parler du sac, donc c'est un moyen mémotechnique que j'ai mis en place pour essayer de s'en souvenir parce que c'est vrai que pour accompagner ses enfants, on entend tout et n'importe quoi. Et j'ai mis 3 grands titres. Et pour la petite blague, on a mis le sac. Les enfants ont le sac de sport. Et ben les parents, quand ils accompagnent aussi leurs enfants, eux aussi, il faut qu'ils prennent leur sac. Et c'est l'acronyme qui signifie donc le S de soutien, le A de amour et le C de communication. Je vais essayer. Maintenant, je vais détailler un petit peu ça parce que c'est trop simple de balancer ça comme ça et de s'en aller.
Mais donc le S pour soutien. Et je me répète, mais je suis super content des témoignages parce qu'on a vu Marie-Ève, du coup, qui n'était pas du tout dans le milieu et qui a accompagné sa fille, et Geoffrey, lui, qui était vraiment dans le milieu et qui a accompagné son fils d'une manière différente. Il nous a même parlé de ses parents qui l'ont accompagné, donc les témoignages étaient vraiment riches. Et je vais répéter, du coup, beaucoup de mots qui ont été dits, ce qui va permettre de justifier, du coup, le sac. Donc le S de soutien, c'est vraiment tout ce qui est soutien logistique. Déjà. Donc, on a entendu le mot taxi, la casquette R5. de taxi. R5, on a entendu. On a entendu Marie-Ève qui devait faire 45 minutes 3 fois par semaine aller-retour pour emmener sa fille. Donc, ça emmène aussi en termes de soutien logistique. Ouais, parce que donc, les parents de Geoffrey ont changé de voiture. Ouais. Et pour faire des économies, on a acheté une diesel et tout. Mais c'est quand même, c'est des détails. Mais c'est dingue. Mais c'est vrai. Parce que quand on n'a pas vraiment les moyens ou quoi que ce soit, ou parce qu'une carrière, ça coûte cher, eh ben, il faut de la logistique. Il faut être intelligent. Chaque dépense compte. Et là, eh ben, on voit que le moindre détail, et je connais d'autres parents qui vont se retrouver là-dedans, c'est que chaque centime est important, quoi. Et comme je l'expliquais, les parents, par exemple, après, ont investi du coup dans les R5, mais lui, il n'en avait pas conscience. Et ça, je trouve ça très juste. Des fois, on peut investir et on peut dire à l'enfant, tiens, t'as tiré à côté alors que je t'ai payé des nouvelles pompes à je sais pas combien. Voilà, ça, c'est des phrases un petit peu délicates. Donc, je reviens sur le soutien logistique en termes de taxi. Ouais. Vas-y, continue, mais j'ai encore des investissements aussi, des exemples du coup qui me reviennent là, du coup, en parlant de ça. Mais je te laisse continuer et je te couperai la parole. La logistique aussi, c'est en termes d'horaire. Parce que le coach, il convoque les enfants à 14h. Si les parents, à 13h55, ils sont encore dans le canapé, c'est aux parents aussi de s'organiser pour mettre... Marie-Ève a dit un mot très juste que je me suis noté, j'utiliserai encore, c'est alléger. En fait, alléger vraiment tous les soucis de l'enfant. Et en logistique aussi, il y a tout ce qui est équipement. Donc, s'il faut nettoyer les équipements, s'il faut préparer les chaussettes, donc on peut responsabiliser l'enfant. Mais si l'enfant ne sait pas se servir de la machine ou autre, c'est peut-être à nous de le faire aussi. Donc, il y a tous ces soutiens-là et il y a aussi les soutiens logistiques alimentaires. Le coach, il dit, on a un match dimanche 15h, 13h, vous mangez des pâtes avec du poulet. Si rien n'est prêt et qu'on arrive avec une pizza à 14h, voilà, il n'est pas dans les meilleures conditions pour faire le meilleur match de sa vie. Donc, il y a tout ça à penser. Et même en parlant de ça n'a jamais tué personne de manger une pizza avant une compète, mais juste, des fois, par rapport à l'enfant, c'est que moi, je le vois, j'en ai un, moi, donc j'ai 3 enfants, j'en ai un qui est très carré, quoi. Et quand le coach, il dit, manger équilibré avant le match, si le repas n'est pas équilibré, lui, pour le coup, il se dit, mais non, mais ça craint et tout, le coach, il a demandé ça. Et du coup, il se sent mal, il se dit, je sais qu'il va créer des croyances qui vont être limitantes et qui vont lui servir d'excuse pour protéger son ego, mais tout ça, on y reparlera, c'est de la préparation mentale. Mais comme ça, s'il n'arrive pas à jouer, c'est trop facile. La fuite est facile, c'est ouais, mais aussi, j'ai pas mangé ce qu'il fallait, donc du coup, c'est pour ça que j'y arrive pas. Et ça peut empêcher de faire des efforts. Alors que si on met l'enfant dans les meilleures conditions, si on allège un peu tout ça, et finalement, on le prend un peu aussi au piège, mais sainement, en ne lui laissant aucune excuse. Et du coup, il est face à lui-même, il est devant un miroir, et s'il n'y arrive pas, c'est pas à cause des parents, c'est pas à cause de ce qu'il a mangé, c'est pas parce qu'il est arrivé en retard qu'il est sur le banc. Ça m'est arrivé ça, d'être débuté sur le banc parce que je suis arrivé en retard. Et donc là, on peut cracher sur personne. Et du coup, ça le responsabilise finalement. Et je trouve vraiment ça très intéressant. Après, on met tout à disposition, mais c'est aussi à lui de dire, voilà, j'ai match. Est-ce que papa, maman, tu peux préparer un plat en conséquence? Il y a aussi, faut que ça soit deux. Enfin, il y a de la communication à avoir. Mais je suis tombé sur des athlètes qui justement voulaient bien manger, mais qui me disaient, mais malheureusement, c'est pas moi qui fais les courses, je peux pas les faire. Et mes parents, ils me... Alors ça, c'était qui était très investi dans son sport. Ouais, en fait, ses parents lui disaient, t'es jeune, profite, arrête de manger des avocats, machin et tout, régale-toi, mange des bonbons, bois du coca, etc. Et lui, il voulait pas. Et en fait, il le critiquait un petit peu en lui disant, mais c'est bon, t'es jeune, profite. Alors, on ne sait pas ce qu'avaient vécu les parents avant, pour le coup. Et j'ai aussi des parents qui, eux, faisaient trop attention.
et les priver complètement parce que tu fais du sport, fais attention, etc. Et après, bon, j'avais découvert que il y avait eu des problèmes de santé niveau alimentaire du côté du papa, par exemple. Et donc forcément, c'était devenu, en fait, il retranscrivait un peu ce qu'il avait dû vivre lui sur ses enfants pour pas qu'ils revivent les mêmes choses. Mais il y a aussi des traumatismes ou des choses qui sont vécues par les parents et il faut faire attention de ne pas retranscrire un peu tout. Et le tout souhait de ça. l'enfant, surtout. S'adapter à l'enfant et ses souhaits. Bien sûr, c'est pas lui qui commande, mais par contre, il faut savoir l'écouter. Exactement. Comme on Il a quand même aimerait son que mot à dire. lui il nous écoute aussi. Exactement. Pour finir, du coup, enfin, sur le S de soutien, donc le soutien financier aussi, hein, forcément, parce que ça engendre des frais, mais les mettre en place, mais ne pas voir ça comme un investissement, on a parlé de mot investir, ne pas voir ça comme un investissement, on va demander de la rentabilité derrière, mais voir ça comme un investissement sur l'évolution d'un petit homme ou d'une petite femme. C'est vraiment d'une petite fille. C'est vraiment un investissement pour devenir quelqu'un de plus important et de mieux dans ses chaussures. Et les dernières casquettes, effectivement, qui vont être le soutien, ça va être le rôle de parent. Il ne faut pas oublier qu'on est parent avant tout. Le rôle de coach aussi, des fois. L'enfant va avoir besoin de conseils. Et dernièrement, peut-être le plus important aussi, c'est qu'on est vu, enfin, les parents sont vus, on est vus comme des modèles par nos enfants. Donc si Toujours le ça week-end... Pardon ? Toujours ça, tu penses ? Oui. Parce qu'on est toujours vu comme des modèles. Il y a beaucoup de mimétisme en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Le mimétisme Voilà, il est indéniable. Exactement. En fait, ce que je veux dire par modèle, c'est vraiment c'est le mimétisme, exactement. C'est un peu plus juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à son enfant d'être calme sur le terrain si nous, au bord, on n'est pas calme. Ouais. Voilà, quand je dis modèle, c'est ça. Ça, c'est exactement ce que je fais. Je m'énerve pas contre eux des fois, je m'énerve contre eux. Mais arrête de parler à l'arbitre et puis le parent. Mais je leur demande d'être calme et je le suis pas forcément. C'est vrai. Je suis pas un très bon exemple parfois. Vous voulez revenir sur le mot investir ou... Ouais, moi je veux revenir sur deux choses. C'était pousser, soutenir ou tirer. On a vu avec Marie-Ève que justement c'est elle qui a dit le mot soutenir et qu'il faut pas le pousser l'enfant en fait. Par contre, alors parfois il faut lui dire mais écoute c'est toi qui veux aussi. Et ça je le vois pour le coup, je le vois avec mes enfants. Il y en a un qui me dit je veux être pro. Et après, il me dit, ouais, mais je veux pas aller à l'entraînement. Je dis, bah, par contre, tu vas aller à l'entraînement si tu veux être pro. Bah, alors, sinon, abandonne ton objectif. Alors, pas quand ils sont petits. Mais je lui fais comprendre que moi, je veux bien t'accompagner dans tes rêves, dans tes ambitions et tout. Il n'y a aucun problème. C'est mon rôle de parent. Par contre, ne me dis pas, je veux ça. Si tu fais pas ce qu'il faut pour l'avoir, je serai là pour te le dire. Je serai le premier à te le dire, peut-être même. Donc, il faut que tes actes soient cohérents avec tes ambitions, en fait. Et moi, je vais contrôler ça un petit peu. Donc, est-ce que c'est une forme de soutien ou même, je dirais que des fois, je pousse un peu, hein, peut-être. Et parfois, il y en a qui tirent aussi des parents. Faut que tu... Alors, on peut tirer pour faire un sport, hein, parce que, par exemple, pareil, je prends mon exemple parce que c'est moi qui je me connais le mieux, mais je connais mieux ma vie, je ne vais pas parler des autres, mais faire un sport parce que c'est bon pour la santé et moi ils sont obligés de faire du sport sinon c'est hors de question mais par contre je vais pas les forcer à être performants, ça ne dépend que d'eux quoi. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire et les investissements qu'ils veulent avoir dans leur sport. Il y a une notion de plaisir, après ça va dépendre aussi des objectifs de chacun. Mais où tu dis pousser, soutenir, tirer, je reviendrai comme on a vu un peu plus tôt, c'est vraiment le questionnement et faire réfléchir l'enfant. Parce que on a entendu tout à l'heure où elle disait mes parents m'ont inculqué la valeur du travail. Et le mot valeur, quand il n'y a pas pousser ou tirer, c'est un peu recadré. Bon voilà, ton objectif c'est ça, tu m'avais parlé de ça, on s'est engagé dans quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ? La question, c'est ah oui, c'est vrai. Et puis du coup, en fait, c'est le faire réfléchir l'enfant, le questionner pour qu'il trouve ses réponses. Mais des fois, effectivement, il a besoin d'être recadré par rapport à ses objectifs, à ses engagements. Ouais. Et en parlant justement de trouver des réponses, il y a aussi, ça c'est, on en avait parlé un petit peu avant, c'était décision ou sacrifice. J'aimerais revenir là-dessus dans le soutien. Donc il y a des prises de décision de l'enfant, de l'athlète. Et
Et je pense que c'est important qu'il devienne petit à petit maître de sa carrière, maître de sa vie, et qu'il puisse parfois payer les conséquences de ses décisions et parfois bénéficier de ses bons choix. Et puis, comme on sait, il n'y a pas de bons choix, il faut les rendre bons, comme disait Mohamed Ali. Et par contre, je veux faire la différence entre décision et sacrifice. J'en ai parlé avec un prochain invité d'un autre épisode pour les parents. C'est le papa d'un footballeur de l'équipe de France aussi jeune, gardien également d'ailleurs, et que je connais très bien. Et il me disait, ouais, pour y arriver, il sait qu'il doit faire des sacrifices. Et je ne suis pas trop d'accord avec ce mot-là, parce que quand on dit sacrifice, ça veut dire que d'entrée, avant de le faire, on sait déjà que ça va pas nous plaire, qu'on va rater des choses à cause de ça, alors que si on prend une décision, en fait, c'est ma décision de peut-être me priver de ça pour pouvoir avoir ça. Là, c'est une décision, c'est pas un sacrifice, c'est-à-dire que je ne vais manquer de rien. C'est juste que j'ai pris une décision qui est allée dans le sens de l'objectif. Et juste, je rajoute, en lien avec la préparation mentale, on a un objectif, c'est juste une décision. Et une direction, pardon, c'est juste une direction. Et quand on a un doute, pour pouvoir prendre une décision, justement, qui pourrait être la bonne, la bonne, c'est celle qui va en direction de notre objectif. Si on prend une décision qui est contraire à la direction de notre objectif, voilà, ça va être compliqué de la rendre bonne, même si c'est possible. Mais voilà, si ça peut aider, ça peut être un petit moyen de... Mais moi, si tu veux mon avis, le mot sacrifice, il serait à bannir. Carrément. Parce qu'effectivement, c'est des prises de décision. Il y en a, on peut entendre dire j'ai sacrifié ma jeunesse. Non, j'ai décidé de mettre tous les atouts de mon côté pour aller vers mon objectif. Donc le sacrifice, ce serait à bannir. Et encore pire, les parents qui utilisent ce mot-là, j'ai sacrifié tous mes soirs pour que tu arrêtes le foot maintenant. Voilà. J'ai sacrifié. On a décidé ensemble pour mettre tous les atouts de notre côté. Je sacrifie le mercredi pour toi. Tu vois, ça, c'est horrible. Le mot sacrifice, pour moi, on se croit. On est d'accord. Dites-le si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. Et même si vous êtes en replay, vous pouvez mettre des commentaires et on vous répondra en ligne au moment où on va suivre la vidéo, on va suivre tout ça. On va passer maintenant à la deuxième lettre du SAC. Ouais. Donc on a vu le S avec soutien. Et maintenant, on va passer au A comme amour. Exactement, tu vas me reprendre, c'est amour. Inconditionnel. Exactement. L'amour inconditionnel, c'est quoi? L'amour inconditionnel, c'est il n'y a pas de condition à ce que j'aime mon enfant. Il marque 5 buts, je l'aime autant que s'il loupe 5 pénaltys. Il arrive en retard, je l'aime. Voilà. Il n'y a pas de condition. C'est-à-dire qu'avant un match ou avant une compétition ou avant différents sports, je t'aimerais, quoi qu'il arrive à la fin du match, je t'aimerais toujours autant. Donc, il faut dans tout ce qu'on J'ai noté une phrase. Je vais noter une phrase en bas de l'écran là. Donc c'est donnez-moi le droit de vous décevoir. Exactement. Ça, j'adore. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit oh là là, mais c'est magnifique. C'est trop beau d'ailleurs. En fait, c'est donnez-moi le droit de vous décevoir et je pourrais me donner à fond. C'est-à-dire que il n'a pas de pression. Il se dit pas, on entendait des phrases. Moi, je l'entendais pour mon cas personnel, mais si tu gagnes pas, tu dors avec le chien ce soir. Moi, je me dis, j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc, du coup, le match, on attaque avec ça. Alors que donnez-moi le droit de vous décevoir, c'est oui, on a le droit de perdre. En gros, on a le droit de perdre. On a le droit de ne pas être performant. Exactement. Surtout on déteste ça, hein. On déteste ça. Mais on a le droit. Et c'est pas parce que déjà les parents ne vont rien dire, qu'ils sont contents de voir leur enfant dans cette situation, et c'est pas non plus parce que l'enfant, on va en reparler un peu plus tard ça pour le coup, mais que l'enfant va pas réagir comme le parent aimerait qu'il réagisse, qu'il se sent pas concerné ou quoi que ce soit. Parfois quand ça se passe mal, on a envie de fuir. Donc même si on n'a pas été performant, on l'a entendu tout à l'heure, mais je sais plus qui c'était, on dirait que t'as pas envie. Mais c'est peut-être une réaction de fuite parce que justement j'ai tellement envie, mais je suis tellement déçu, je préfère penser à autre chose. Et là, chez moi, avec ça, c'est pas le moment, ne m'en parlez plus. Et voilà, on se met un peu à l'écart. Mais pour recentrer sur l'amour inconditionnel, du coup, c'est vraiment laisser les portes ouvertes à tout, donc même à l'échec. Et c'est pour ça, cette phrase aussi, c'est il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Et c'est ça, en fait, c'est que si on ferme la porte à la défaite ou à l'échec et à la contre-performance, ça veut dire qu'on ferme aussi la porte à la performance et à la réussite. On peut imaginer une porte entrouverte. Une porte, si elle est fermée, il n'y a rien qui passe.
En fait, ça veut dire que les voleurs ne peuvent pas rentrer, mais s'il y a un feu dans la maison, moi, je ne peux pas sortir non plus. Donc, une porte qui est fermée, elle est fermée dans les deux sens. Et une porte qui est ouverte, donc quand on ouvre les portes, et ça, on l'a entendu d'ailleurs avec Maëna, quand on laisse les portes ouvertes, je l'ai noté d'ailleurs, parce que justement, c'est quelque chose que je dis souvent, ouvrir les portes, voilà. On lui laisse ouvrir les portes. Et bien, quand on laisse les portes ouvertes, du coup, on laisse les portes ouvertes à tout, à la réussite, comme à l'échec, si ça existe vraiment, l'échec d'ailleurs. Ouais, puis elle a dit des mots très justes. Elle a dit les portes ouvertes devant et derrière. C'est-à-dire que s'il faut continuer devant, la porte est ouverte, mais s'il faut faire marche arrière, la porte est aussi ouverte. C'est très juste de l'image. Parfois reculer pour mieux sauter même, ou carrément changer de direction, changer d'objectif. Mais je pense qu'elles avaient répété. Hein. Je pense qu'elles avaient répété avant le. Elles ont fait une réunion de famille. Et... je pense. Ou alors tu as donné des tuyaux avant. Peut-être non, mais non, j'ai rien préparé avec elle, je vous garantis. En tout cas, pour l'amour inconditionnel, le résultat, il ne doit pas changer l'estime que vous avez de votre enfant, tout simplement. Ouais. Et après aussi, au niveau de l'amour, il ne faut pas tolérer, on voit certains enfants qui peuvent s'insulter. Ça, il ne faut pas le laisser passer, il ne faut pas tolérer. Je suis nul, je suis une merde, je suis con. Ouais, je suis nul, putain, j'ai encore loupé ça, je suis vraiment nul. Il faut pas le laisser passer, il n'accepterait pas l'enfant. Pardon ? Comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on doit dire quand il fait ça ? Là, il faut le mettre en situation. Par exemple, donc lui, il s'insulte. Il le tolère, mais si on le met à la place de... imagine quelqu'un que tu connais pas, il vient à 1 mètre de toi, il t'insulte avec les mêmes mots que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? J'ai envie de me battre avec, ou je suis énervé, ça part. Et alors pourquoi tu le fais pour toi ? Pourquoi tu t'infliges ça ? Voilà, exactement, tout simplement. Ok. Le questionnement, le faire réfléchir. Tu ne l'accepterais pas d'un autre, donc tu ne dois pas l'accepter de toi. Exactement. Et là, si on vient en frontal en disant arrête de t'insulter, il ne va pas comprendre. Est-ce que je reviens sur le faire réfléchir et le questionnement. Du coup, il trouve ses réponses. C'est plus simple pour lui d'en prendre conscience. Ouais. Changer de point de vue. Ok. Et c'est toujours plus simple quand on trouve nos réponses que quelqu'un nous les donne. Bien sûr, ça met en marche des biais cognitifs. Quand ça vient de nous, forcément, on veut se donner raison et on a plus de motivation. On fait ce qu'il faut. Concernant l'amour aussi, qui dit amour souvent et qui dit parcours professionnel, souvent il y a une famille derrière, il n'y a pas qu'une maman ou qu'un papa ou que les parents, il y a aussi des frères et sœurs. Et est-ce que tu as des choses à nous dire sur l'équilibre familial ? Tu l'as dit avec Geoffrey, c'est justement ne pas en délaisser. Il faut bien répartir l'amour, j'ai envie de dire, mais aussi le temps, et pas infliger. On a parié sur le deuxième, celui du milieu. Les 2 autres, vous venez avec nous à l'entraînement, vous faites votre devoir là-bas et tout le monde suit. Non, s'il y en a un qui n'a pas envie de suivre, on trouve une solution. Ok, j'emmène le deuxième à l'entraînement, mais pendant ce temps-là, je m'occupe du troisième. Il faut trouver un équilibre. Et les autres enfants d'une fratrie ne sont pas obligés de suivre le rêve et les objectifs des frères et sœurs. Mais parfois, on ne peut pas faire autrement. Tu sais, s'il y en a un qui est un peu plus en bas âge, et ça, je le vois souvent sur les compétitions où il y a le petit frère et la petite sœur, parce qu'on ne va pas le laisser tout seul. Et puis, on n'a pas envie, quand on a des enfants, on n'a pas forcément envie de les faire garder, parce qu'on les veut avec nous. Il y a toujours des solutions. Ouais, donc après, ça peut être lui aussi lui faire profiter de... Un week-end, on les emmène. Et le week-end d'après, c'est la compétition où j'abandonne la compétition pour être avec l'autre. Mais c'est pas sur 1 an, tous les week-ends sont dits à un enfant. Okay. Et l'autre enfant pourrait comprendre aussi, tiens, j'étais avec toi ce week-end dernier, on est venu avec le plus jeune, mais ce week-end, je vais passer du temps avec lui. Toi, tu seras toute seule à la salle ou au terrain. En tout cas, c'est une répartition équitable, justement, au sein de la fratrie. Donc, faut que ce soit clair, en fait. Il faut que ce soit expliqué avant. Et on sait que... après, ça peut être aussi sur un laps de temps. Par exemple, sur ces 6 prochains mois, on va passer beaucoup de temps avec ton frère ou ta sœur. Donc, ça va peut-être être plus compliqué pour toi. Mais je vois... il y a un bon exemple là-dessus. Moi, mes sœurs, par exemple, quand elles venaient me voir à Montpellier, du coup, elles allaient à la mer. Donc, du coup, elles étaient contentes que mes parents les emmènent, parce que des fois, elles n'avaient pas forcément envie de se taper la route, tout ça. Et une fois par mois, mes parents avaient le droit de venir me voir. Et là, du coup, ils emmenaient mes sœurs et elles savaient qu'elles allaient passer à la plage. Donc, c'était un petit kiff. Donc, c'est vrai que même pour les déplacements dans les compétitions,
parfois c'est intéressant on va suivre ton frère ou ta soeur sur une compétition. Et bon, on en profitera pour aller visiter la ville ou pour aller faire une activité à côté. C'est possible aussi, ouais, peut-être. Mais ça, il y a on propose au frère ou à la sœur ses souhaits. On demande, bah tiens, là, on va aller voir Rémi à Montpellier. Est-ce que pendant ce temps-là, vous voulez venir avec nous parce qu'il y a la plage? Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il y a Rémi, vous venez et c'est comme ça. En fait, cet équilibre-là, voilà, c'est du questionnement, c'est les souhaits, écouter les souhaits de chacun. Bah moi, j'ai pas envie d'aller voir mon frère. Est-ce que je peux rester là? Il n'y a pas d'obligation, il y a toujours du questionnement avec des souhaits et des interrogations. Ouais. Marie-Ève, elle suit encore le live. Est-ce que tu veux intervenir pour parler de ça justement parce que tu as été confronté avec le frère de Maïna? Je peux te remettre en ligne si tu veux. Ouais, ça te va? Allez. Et bon, l'accueil pour la deuxième fois parce que elle est confrontée à ça et du coup, elle peut nous aiguiller un petit peu. Le sujet des frères et sœurs, effectivement, en tant que parent, on se dit, bon, j'ai fait ça pour le premier, comme pour les études finalement. Ah bah, j'ai fait ça pour le premier, est-ce que je fais pareil pour il faut que je puisse m'engager à faire pareil pour le deuxième. Effectivement, Maïna, c'est le haut niveau qui l'a emmené, qui est venu la chercher. Hein. Et donc, quand elle a voulu continuer la gym, ça lui a plu. Donc, on l'a emmenée 3 fois par semaine à Tours, de la campagne pour pratiquer son sport. Donc, effectivement, quand son frère, lui aussi, a eu l'âge de faire du sport, eh bien, on lui a donné finalement les mêmes opportunités. On l'a inscrit dans des clubs. Alors, lui, il a commencé par l'escrime, dans des clubs d'escrime sur Tours. Et on l'a emmené aussi parce que finalement, on l'avait fait pour sa sœur, donc on le faisait pour lui aussi. Et effectivement, quand il était petit, sa sœur, quand elle était en compétition, on l'emmenait. Hein, donc, on emmenait ce qu'il fallait, les jouets, les choses pour qu'il s'occupe. Et inversement, quand Liam après a fait des compétitions, on a dit Maïna, tu viens, c'est la compétition de ton frère et t'as suivi toi. Donc maintenant, tu vas le suivre un petit peu lui. Bon, maintenant, ils sont plus grands. Mais et justement, donc lui n'est pas resté du tout n'est pas du tout orienté vers le sport de haut niveau, mais il a continué le sport, il a fait différents sports, lui l'escrime, l'athlétisme, et là maintenant il fait du tennis depuis quelques années. Donc il prend même plaisir à ce que sa sœur l'accompagne et qu'elle le coach. Donc il est content que Maïna vienne le coacher au bord. Et autant il n'écoutera pas forcément sa mère, son père, que par contre il écoutera sa sœur. C'est Maïna qui m'a coaché. Mais effectivement, c'est pas toujours facile de trouver Alors, nous, c'était le deuxième enfant qui n'était pas sportif de haut niveau, mais c'est de pouvoir lui donner les mêmes chances que l'autre. Et inversement, même des fois, Maïna se sentait, on va dire, pas délaissée, mais comment dire, elle se sentait une charge, voilà. Elle se sentait une charge pour nous. Elle dit, voilà, Liam, lui, il se débrouille, ceci, moi, faut que vous faites ça pour moi, vous faites ça pour moi. Donc, elle se sentait... il y avait finalement le côté frère-sœur, il y a le côté du frère ou de la sœur qui fait du sport, mais il y a aussi le sportif qui, des fois, peut mal le vivre. Des fois, le prenait mal, pas qu'elle le prenait mal, on se comprend, mais voilà, elle se sentait un petit peu un poids pour nous par rapport à son frère ou sa sœur. Oui, parce qu'il peut y avoir le déséquilibre affectif, du coup, ou en termes de temporel aussi, le temps qu'on va passer avec, mais il peut y avoir aussi le déséquilibre financier, où on dit, on s'investit plus sur lui, sur moi financièrement, et c'est gênant par rapport à mon frère ou ma sœur. L'autre, c'est tu passes plus de temps avec lui, et finalement, il y a plein de déséquilibres qui se chevauchent, et ça peut être compliqué de gérer tout ça. Ouais. En fait, finalement, c'est toujours... On se pose toujours la question en tant que parent. Enfin, moi, comme voilà, j'étais pas du tout. J'entendais Geoffrey tout à l'heure. Effectivement, lui, il avait la double casquette parent et entraîneur, ce qui doit pas être facile du tout, j'imagine. Moi, j'étais que parent, mais effectivement, en tant que parent, on a toujours la question de est-ce que je mets la jauge au bon endroit pour lui donner les meilleures chances, quoi. Est-ce que je suis pas trop dans l'excès ou est-ce qu'il faudrait pas que j'en fasse plus? Et c'est pour tout, quoi, pour tout le temps, en fait. Et puis là, l'équilibre, vous allez bien sûr répartir. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu c'est qu'il n'y a pas eu de tension. Et le pire à atteindre, c'est forcer à aller tous vers la droite, par exemple, et ça crée des tensions entre les deux. Donc là, j'entends du soutien entre les deux, même qui vous dépasse un peu parce que il écoute plus sa sœur que vous, mais ça veut dire que l'équilibre a été juste. L'équilibre a été juste. Ouais, après, il y a les frères et sœurs, il y a aussi il y a les âges où on s'entend bien, on s'entend pas bien. Donc, effectivement, quand Maïna commençait sa carrière et que Liam était jeune, c'était pas les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, c'est mon sang, ma vie, voilà. Ouais, merci, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, l'équilibre familial. Et il y a des carrières qui brisent des familles, etc. On sait que, mais c'est comme l'investissement professionnel quand un parent travaille trop et voit moins ses enfants, etc. Pareil, ça crée des déséquilibres et c'est un peu le même principe où il faut savoir parfois couper aussi.
Et parfois, aller plus à gauche, plus à droite. Mais ok, merci beaucoup Marie-Ève. On garde un peu avec nous, on avance encore un petit peu sur la dernière lettre qui est le C, et puis après on va bientôt vous quitter. Donc le C comme communication, et celui-là on l'a aussi depuis le début, exactement, la communication. Ouais. Pour du coup avoir déjà une bonne communication, il faut avoir une bonne écoute, parce que les parents, il y en a beaucoup que j'accompagne et qui me disent mais on communique beaucoup. Puis en fait, je me rends compte que quand l'enfant parle, vous lui parlez beaucoup. Ou même quand l'enfant parle, le parent coupe la parole pour du coup donner sa version des faits. Alors que sans écoute, il n'y a pas de communication. Il faut être conscient qu'un enfant ou un ado ou même des adultes entre eux, mais surtout c'est flagrant entre des adultes et des enfants, on ne voit pas du tout la même chose. Et on ne vit pas du tout les mêmes choses, même pour une même situation. Et on n'interprète pas du tout de la même manière. Et donc, parfois, c'est même impossible de se comprendre parce que même un mot ne veut pas dire la même chose. Exactement. Il faut utiliser beaucoup de... Vas-y. Pardon, juste avant, on va dire au revoir à Marie-Ève parce qu'elle doit aller manger. Donc, je ne vais pas la garder plus longtemps. Bonne soirée, encore merci. Bonne soirée, merci. Et on débriefe bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ouais, la communication, tu parlais des interprétations, c'est ce qu'il y a de pire. Et du coup, je conseille dans ces moments-là de faire de la reformulation. C'est attends, quand tu me dis ça, moi je comprends ça. Est-ce que c'est bien ce que tu voulais me dire? Oui ou non? Un détail, enfin l'exemple type que je donne, si tu te dis moi j'ai une voiture bleue, toi tu la vois bleu ciel alors qu'elle est bleu foncé. Mais si tu me redemandes pas, attends, mais quand tu me dis bleu, elle est bleue comment la voiture? Voilà, il faut vraiment faire reformuler pour être sûr qu'on parle le même langage. Ouais, c'est ça, parler le même langage, ouais. Exactement. Et il y a des choses aussi sur le sport, autour du sport, c'est les ressentis aussi. Est-ce que tu as mal? T'as mal comment? T'as mal où? Rien que sur une douleur, n'importe qui a du mal à expliquer une douleur. Alors quand c'est un ressenti, quand c'est des émotions, quand c'est... Là, c'est encore plus complexe. Donc vraiment, ça peut être agaçant, ça peut être... Mais faites attention à parler le même langage. Et donc la reformulation, le questionnement, ça peut être quelque chose de... Très judicieux. Ouais. Judicieux. Et on parle de parler le même langage. J'ai un exemple qui me vient. Enfin, j'ai même deux exemples que je vais vous partager. Vous votez pour le meilleur exemple. Là, vous mettez un ou deux par commentaire. Non, parce que du coup, c'est parlant, mais j'accompagnais un père avec son fils. Et ils avaient... des fois, on voit des signes pendant les matchs, surtout au tennis. Donc là, en l'occurrence, c'est un tennisman. Ouais. Le petit jeune, il faisait du tennis et le papa l'accompagnait. Et il faisait ce geste-là pendant les matchs où il met le doigt sur la tête pour montrer le cerveau, comme on fait tous. Et pendant la séance, le papa me dit, à chaque fois, je lui dis, il s'accroche, accroche-toi, c'est dans la tête. Et là, l'enfant, le jeune, se rend compte, mais devant mes yeux, du coup, qu'en fait, lui, il le prenait comme mais t'es bête ou quoi? Ah oui, et à chaque fois qu'il voyait son père faire ça dans la tribune, il disait mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il dit que je suis bête, en fait. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte. Je dis voilà, et les signes, c'est très dangereux. Si on n'a pas convenu d'un signe au préalable, il ne faut pas en faire. Il faut pas en faire. Et deuxième exemple. Le deuxième exemple. Je crois que celui-là, je le connais. C'est mon exemple, mon expérience personnelle. C'est ma fille, donc 4 ans, première fête des écoles. Elle révise avec la maîtresse une chorégraphie que je ne connais pas. Je m'installe au premier rang, fier comme un coq. Elle monte sur le podium. Et là, elle est un petit peu intimidée. Je vois qu'elle a que 4 ans, elle est devant tout le monde. Et puis, la chanson, il fallait tourner. Je sais pas, il fallait tourner sur soi. Et je vois qu'elle est intimidée, elle ne tourne pas. Et moi, je lui fais ce signe-là de tourner, quoi. Il faut qu'elle tourne. Mais je lui ai jamais fait ce signe. Et du coup, j'attire son attention. Et là, elle s'arrête sur moi, elle me fixe, et du coup, elle oublie tout ce qui se passe. Elle est sortie de son jeu, elle est sortie de son match à elle. Elle n'est plus sur scène, elle n'est plus rien. Et là, je me dis, mais t'es en train de la perdre. Du coup, je lui fais le seul signe qu'elle connaît, qu'on connaît en commun, c'est le pouce levé. Forcément, c'est bien, éclate-toi, quoi. Et là, bizarrement, donc elle comprend, elle revient sur scène, et là, elle se met à tourner. Et je me suis dit, là, tu vois, tu t'es intervenu par un signe qu'elle ne connaissait pas. Ouais.
c'est exactement l'exemple à pas faire. Si vous n'avez pas mis des signes en commun que chacun des deux vous comprenez, vous n'en faites pas. Tout Et simplement. en plus de ça, donc il y a déjà le problème de communication et après il y a le problème d'attention. Comme tu dis, Ah oui, si elle porte son attention sur toi, elle ne peut pas porter son attention sur les autres, elle alors était que plus sur scène. Hein. elle Elle serait était plus sur restée scène. avec de l'attention sur elle ou sur la scène, elle aurait pu voir les autres qui tournaient, et puis au Exactement. bout d'un moment se dire je vais tourner et faire pareil. Ouais, là, Et finalement, tu as capté l'attention et c'était mort, quoi. Et on le Donc, voit, quand les tu parents parlais qui tout à parlent. l'heure, quand tu parlais tout de à quoi l'heure de je sais des choses à faire, je fais pas tout bien forcément. Ouais, mais c'est ça, Et oui, tu l'as après dit c'est un tout à l'heure. entraînement. Il faut Donc, s'entraîner. Moi, des fois, je j'ai des fais. livres, je conseille, je sais ce qu'il faut Ouais. faire. La pratique est encore un peu de boulot. Non, mais carrément, ma femme est instite, donc elle sait gérer les enfants. Moi, je suis préparateur mental, donc je sais aussi, je saurais même comment me comporter exactement, mais après, le faire, et après, quand il y a les émotions qui prennent le dessus, ou quand, et puis moi, j'aime bien aussi. En fait, ça c'est. Mais je leur ai expliqué, du coup, ben voilà, c'est dans la communication, je leur ai expliqué que moi, le week-end, quand je vais les voir jouer, ouais, je suis papa, parce que je les accompagne, ils sont contents, ils veulent que je vienne, tu vois. Mais d'un côté, c'est un peu mon défouloir. C'est le moment où je travaille pas, je prends pas mon téléphone pro, je suis spectateur un peu, tu vois. Et quand je suis spectateur, des fois, je deviens un peu supporter même. Donc, j'encourage et tout. Et puis, ben, s'il y a une mauvaise décision arbitrale, ben, je vais crier, mais tu vois, c'est dans l'action, quoi. Tu vois, putain et tout. Rien de méchant, je vais pas insulter l'arbitre, hein. Mais voilà, je réagis parce que je pose un peu le cerveau. Je veux prendre du plaisir et puis pas avoir ruminé à tous les mails que je dois envoyer ou des trucs comme ça. Après, c'est en toute Et donc, proportion ça, je gardée. leur ai expliqué, en fait. Tu vois, je leur ai expliqué. Je leur ai dit, bon, des fois, papa, il n'est pas exemplaire sur le bord du terrain. Faites pas attention à moi. En plus, dans le feu de l'action, je ne vais pas forcément vous donner les bonnes indications. Et la seule personne à écouter, c'est votre coach, en fait. C'est toi, tu dois t'écouter toi-même et ton coach. Et donc, c'est vrai que, voilà, je ne suis pas toujours un exemple. Ça me permet de rebondir sur... Je travaille là-dessus. Et après, je te laisserai mes coordonnées si besoin d'accompagnement. Je prendrai des séances. Et tu viens de dire un mot très juste, je vais rebondir là-dessus. Enfin, pas juste, mais ça me permet de faire la transition. Faites pas comme moi. Du coup, aussi, dans la communication, il faut pas dire ce qu'il faut pas faire, il faut dire ce qu'il faut faire. Attends, j'ai quelque chose pour ça. Ne pense pas à un éléphant rose. On connaît tous cette phrase. Si on vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez forcément penser à un éléphant rose. Exactement. Donc, ne saute pas, ne cours pas. Donc là, voilà, c'est le meilleur exemple. Faut pas utiliser la négation, c'est-à-dire que là, ne faites pas comme moi. Il aurait fallu tourner avec un autre exemple. Où, donc, tu pointes encore une erreur de ma part, c'est ça? Non, j'ai compris. Je me sers des exemples pour justement mettre en place le sac. Ouais, le cerveau, il ne comprend pas forcément les négations. Ouais. En fait, c'est pas qu'il ne comprend pas, mais c'est une information en plus. En gros, dans le cerveau, il y a l'information de la phrase avec les mots-clés, plus je dois traiter aussi une négation, etc. Donc, ça prend forcément du temps, et beaucoup plus qu'avec une affirmation. Et le cerveau, il est limité en énergie, pour faire simple, et donc, du coup, il va privilégier les choses qui lui demandent moins d'énergie, déjà. Et en fait, vous pouvez faire le test avec un jeune enfant. Si vous lui dites, vous le regardez, vous lui dites, ne saute pas, il va sauter. Et ça, c'est magique. Et quand tu as compris ça, quand tu as vécu l'expérience, ou ne cours pas, et voilà, c'est pareil. Quand je vois les enfants en sortie d'école, ils sont restés 8 heures assis, ne courez pas. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de partir en courant. Et je vois les enfants, non, tu cours pas, tu restes sage. Allez, écoute-moi. Ils viennent d'écouter quelqu'un pendant 8 heures pour les trucs qu'ils en ont rien à foutre. La plupart, les miens en tout cas. Non, j'exagère, mais en tout cas, sans bouger, etc. On leur demande d'obéir. Et ils sortent de l'école, ils sont enfin libres. Eh ben non, on leur demande d'obéir, de ne pas bouger. Bon, voilà. Donc il y a toute cette communication, mais il y a aussi du coup la compréhension du comportement. Et magnifique transition, c'est le comportement et l'identité. C'est différent. Et ça, on en avait un petit peu parlé. Et donc pour les parents, c'est un conseil un peu où quand on dit ouais, t'es chiant, t'es pénible ou t'es pas bon, tu vois. Là, t'es pas bon dans ce que tu fais. Et ben en fait, non, c'est le comportement qui est pas bon ou c'est le comportement qui est pénible.
mais c'est pas l'identité. En fait. C'est pas lui qui est pénible, c'est son comportement. Et ça, c'est un détail aussi à traiter, à savoir, et ensuite s'entraîner à le faire. Alors, c'est comme ne tu dis, pas un accuser ajustement. l'identité. Ouais. Et en fait, c'est un ajustement très important parce que en touchant le comportement, on ne touche pas l'estime de soi. Et en fait, l'identité, quand tu dis l'identité, tu touches à l'estime de toi. Et bon, après, ça peut te suivre. Il a dit que j'étais nul. Ça veut dire que je suis nul partout. Ça peut te suivre toute ta vie. Et Voilà. ça, combien Je de suis nul personnes partout. j'ai qui me demandent j'ai une mauvaise estime de moi, j'ai pas confiance en moi, etc. etc. Et ben vous avez déjà, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Alors ça, c'est vraiment le truc. Vous pouvez répondre en commentaire tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Je vous pose la question. Et ensuite, après, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Et Qu'est-ce que j'ai vous des mettez en parents place dans qui, ce sens? moi, je veux que mes enfants soient autonomes, je veux qu'ils soient débrouillards parce que je veux pas qu'ils soient forcément comme j'ai été moi. Alors, c'est aussi du vécu de mon côté. Et, mais ils vont leur faire leur sac de foot, ils vont leur faire leur. Bah non, mais du coup, faites pas les choses à la place si vous voulez qu'ils apprennent à les faire. Mais c'est que du coup, ça demande de l'engagement, ça demande du temps, ça demande de Et de la la tolérance. patience et ça demande de la tolérance parce qu'ils vont pas réussir du premier Bien coup faire au à début. mettre la table ou ils vont oublier des choses. Et ça, j'ai pas peur de le faire, mais combien de fois mes enfants se sont entraînés en basket parce qu'ils avaient oublié les chaussures de foot. Et puis, écoute, j'ai vu que tu avais oublié les chaussures de foot, mais bon, tu te démerdes, quoi. Au bout d'un moment, si je suis toujours derrière toi, et puis maintenant, de plus en plus, il y a moins d'oubli. Alors, des affaires, il y en a d'oubliés, par contre. Hein. Et ça rend fou, parce qu'après, c'est aussi quand ils oublient, je sais pas, un sweat ou un équipement de sport à l'entraînement, des trucs, ça coûte une blinde, et on va pas en racheter 15 dans l'année. Donc, on est aussi là pour dire, oh, par contre, comment on fait dans ce cas-là? Parce que c'est quoi le conseil? Parce que moi, là, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à gérer. C'est ils vont oublier des affaires. Par exemple, j'en ai un qui m'a déjà perdu ses chaussures de foot, qu'il avait mis seulement pendant un match. Elles étaient neuves. Et plus de chaussures de foot, il les a oubliées au stade, c'est mort, quoi. Elles ont été récupérées par quelqu'un, ou il y a tellement de passages. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que du coup, j'en ai pas racheté par contre. Hein. Donc il en a pris des vieilles qu'on a trouvées de je sais pas qui. Et mais ça, c'est clair et net. Et puis maintenant, il en prend soin. Mais ouais, voilà, mais du coup, cette expérience va faire que tu l'as questionné, tu lui as refourgué des chaussures, on va dire, un peu moins belles, et il s'en souvient encore. Donc maintenant, son attention va être un peu plus portée sur ses affaires. Il m'en a voulu, mais ça me fait penser à un truc aussi. Tu rebondiras. On avance vite parce qu'on s'approche de la fin, mais on a pas mal de choses à dire, mais on fera d'autres émissions. Mais il y a un truc, c'est que il faut pas faire les choses pour que nos enfants nous aiment. Combien de fois ils m'ont dit « Je te déteste, t'es un mauvais père » ou à ma femme « T'es une mauvaise mère, on vous aime pas, vous êtes les pires parents ». Voilà. Mais limite, je prends un peu de plaisir maintenant à entendre ça. Ça veut dire que j'ai pu tenir tête et que je l'ai éduqué en fait un peu aussi. Et donc, je pense qu'on est là pour répondre à leurs besoins, manger, qu'ils puissent vivre dans des conditions vivables. Je dis bien vivables, hein, on ne parle pas de luxe, hein, qu'ils puissent arriver à l'heure à l'entraînement, comme on disait, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent ensuite être bien. Mais c'est aussi les aider, ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez écouter un petit peu avant. Et je pense qu'il faut accepter de ne pas être aimé. Bien sûr, ils vont nous aimer, mais il faut Après, être prêt à se dire, ouais, je sais de très prendre bien de la que hauteur, de prendre du recul, et surtout de nos expériences perso. On sait qu'on a insulté aussi nos parents, et aujourd'hui, on a tous des souvenirs, j'imagine, où on les a insultés, mais on est content d'avoir appris cette leçon. Donc, il faut quand même réussir à prendre de la hauteur. Aujourd'hui, j'entends des choses qui me font mal, parce qu'ils disent qu'ils m'aiment plus, mais ça lui servira pour plus tard. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a des situations où c'est compliqué. C'est une leçon. Ouais, c'est une leçon, mais il y a des situations compliquées. J'imagine, tu vois, un parent seul qui a vécu des choses difficiles et le seul lien finalement, c'est entre l'enfant et le parent si on a toujours peur que ce lien il se brise quoi et que ça se passe mal. Après, on a l'anxiété, on se dit si jamais il me reparle plus comme avec un ado qui s'enferme dans sa chambre, qui veut plus parler à ses parents. Et justement, pour pas en arriver là, il faut conserver cette fameuse communication
Et il faut entretenir la communication d'une manière ou d'une autre. Et ça passe par des explications, se mettre d'accord sur plein de choses, accepter des choses et que l'enfant soit habitué aussi à accepter des choses. Questionner, faire réfléchir. On a fait le tour ou questionner, pas faire réfléchir, c'est vraiment, je m'étais noté juste une fois, je l'écoutais tout au début. Il faut donc faire réfléchir et questionner. Il faut éviter les il faut, tu dois, voilà. Il faut que tu marques, tu dois être bon. Ça, toutes ces phrases-là, c'est à bannir. C'est vraiment que des questions, faire réfléchir. Et plus envoyer des amuse-toi, régale-toi. Mettez la notion de plaisir. Mettez vraiment la notion de plaisir au milieu. À la fin d'un match, même, c'est pas le score, c'est est-ce que tu as pris plaisir aujourd'hui? Ouais. Ah non, Parce que est-ce que tu parfois, penses il que gagne, tu pourras mais faire mieux la prochaine fois? Oui, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Ça me va. Est-ce que tu as pris plaisir? Voilà, c'est vraiment. Et posez-leur la question, hein, parce que ça m'est arrivé devant un groupe de jeunes sportifs où comment est-ce que vous prenez du plaisir? Eh ben, c'est quand on gagne. Tout le monde m'a répondu, c'est quand on gagne. Et après, du coup, je leur ai demandé, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être content alors que vous aviez perdu? Bah oui, hein, parce que le gars, il me dit, bah ouais, parce que j'avais marqué. Un autre, il me dit, ouais, parce que du coup, on a pris les buts quand j'étais pas sur le terrain. Tac, etc., etc. Et finalement, vous me dites que vous prenez du plaisir uniquement quand vous gagnez. Par contre, vous avez déjà pris du plaisir en ayant perdu. Voilà, à partir de là, j'ai semé le trouble. Et là, je peux faire ce que je veux avec eux. On a apporté un truc à la conscience et là, on va travailler. Mais posez-leur des questions, il n'y a rien de plus puissant que les questions. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on peut dire au revoir à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont écoutés, Ouais. et à tous ceux qui se sont abonnés? Je répète, c'est comme ça que ça marche, les algorithmes, il faut s'abonner. Et c'est comme ça qu'on va continuer. On va proposer d'autres émissions. Donc, on va en garder un petit peu parce qu'on va vous en dire d'autres des choses. On a encore donc des grands athlètes qui vont venir témoigner avec leurs parents. On va avoir du foot, de l'escrime, sûrement encore de la gym. On va avoir des éducateurs. On va avoir plein de personnes du monde du sport. Et aussi, là, je prépare aussi des professeurs ou des instituteurs parce qu'ils font aussi partie. Ils sont là aussi pour fabriquer l'estime des enfants. Et ça m'intéresse énormément d'en écouter. J'espère que vous aussi. Faites vos suggestions si vous voulez, si vous avez des demandes, des questions, s'il y a des corps de métier que vous aimeriez voir intervenir, etc., des histoires aussi à raconter. N'hésitez pas, postulez, écrivez, c'est gratuit. Vous pouvez nous demander de venir dans l'émission si vous avez des choses à raconter, des exemples, des anecdotes. Nous, on est très friands de tout ça. Surtout quand c'est Tanguy qui la raconte, mais peut-être que vous êtes pas mal aussi. Tanguy, tu veux rajouter quelque chose pour la fin? Ouais, moi je voulais te remercier pour l'invitation. Si vous avez des questions, même maintenant ou plus tard, n'hésitez pas à les poser. Moi je suis très discret sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien le bouche à oreille et j'aime bien encore travailler à l'ancienne où voilà, j'ai pas envie d'être présent sur les réseaux. Mais en tout cas, s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas à passer par ce canal-là qui est Recto Cerveau et je tâcherai d'y répondre. Et je ferai passer sinon c'est Tanguy Thomas. On peut te trouver peut-être un petit peu sur LinkedIn quand même, quelque chose comme ça. Non, je suis très discret. Peut-être LinkedIn. Tu réponds jamais, toi. Ok. Mais vous me faites passer les questions, les messages. Si vous voulez travailler avec lui, en gros, vous passez par moi. Je vous garantis que je vous mettrai en contact avec lui sans problème. Et de toute façon, on le retrouve dans d'autres émissions. J'attends vos retours. Merci à tous ceux qui écoutent, qui ont participé au direct ou qui sont en replay. Et donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter En pleine tasse, le spécial parent. Il y en aura d'autres. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao. Ciao.